Le bruit des talons résonnait sur le marbre immaculé de la clinique Saint-Honoré, chaque pas marquant une cadence parfaite dans l'atmosphère feutrée du 7e arrondissement parisien. Claire Morel s'arrêta devant les portes vitrées monumentales, observant son reflet déformé dans le cristal teinté. Ses chaussures blanches d'infirmière contrastaient étrangement avec le luxe ambiant de cette façade prestigieuse, située entre la rue de Grenelle et les jardins du Champ de Mars. « C'est ici que tout va changer », murmura-t-elle à elle-même, serrant plus fort la poignée de son sac en cuir usé, celui-là même que sa mère avait cousu à la main 10 ans auparavant. À 30 ans, Claire portait sur ses épaules le poids d'une vie construite pierre par pierre. Chaque diplôme, chaque qualification, chaque heure de service dans les hôpitaux publics de la banlieue nord avait été arrachée à la difficulté. Ses mains, légèrement rugueuses par les années de travail acharné comme babysitter et serveuse, témoignaient d'un parcours que peu de gens dans cet établissement huppé pourraient comprendre. La plaine Saint-Denis l'avait vue naître et grandir. Dans ce quartier ouvrier où les tours d'immeubles côtoyaient les usines désaffectées, Claire avait appris que la dignité ne se négociait jamais, même quand l'argent manquait. Sa mère, Simone, cousait des ourlets jusqu'à tard dans la nuit pour payer les frais de scolarité, tandis que son père était devenu une ombre, une absence qui avait paradoxalement renforcé sa détermination. Les portes automatiques s'ouvrirent dans un souffle discret, libérant un parfum de jasmin et de désinfectant haut de gamme. L'accueil de la clinique ressemblait davantage au hall d'un palace qu'à celui d'un établissement médical. Des lustres de cristal pendaient du plafond cathédral, projetant des reflets dorés sur les murs ornés d'œuvres d'art contemporains. Des patients élégamment vêtus patientaient dans des fauteuils en cuir beige, feuilletant des magazines de mode et d'actualité économique. « Mademoiselle Morel, je présume ». La voix claire et autoritaire la fit se retourner. Une femme d'une 50aine d'années, impeccablement coiffée et vêtue d'un tailleur Chanel, s'approchait d'elle avec un sourire professionnel parfaitement calibré. « Madame Beaumont, directrice des ressources humaines, nous vous attendions. » Claire tendit la main, remarquant immédiatement le regard discret mais évaluateur de son interlocutrice, qui balayait sa tenue simple mais soignée, un chemisier blanc repassé à la perfection, un pantalon noir et ses chaussures d'infirmière qui, bien que propres, trahissaient des années de service. « Enchantée, madame, je suis honoré de rejoindre votre équipe. Suivez-moi, nous allons faire le tour de vos futurs espaces de travail. J'espère que vous vous adapterez rapidement à notre environnement spécifique. » Le ton légèrement appuyé sur les derniers mots n'échappa pas à Claire. Elle suivit Madame Beaumont dans les couloirs immaculés, croisant des infirmières dont les uniformes semblaient sortir d'un magazine de mode médicale. Leur conversation se taisait à son passage, remplacée par des regards furtifs et des chuchotements étouffés. « Voici le service de cardiologie où vous serez affecté », expliquait Madame Beaumont en poussant une porte capitonnée. « Nous travaillons avec les meilleurs spécialistes de France, des praticiens de renommée internationale. Le niveau d'exigence est, comment dire, particulièrement élevé. » La salle était baignée d'une lumière naturelle filtrant à travers de larges baies vitrées donnant sur les jardins privés de la clinique. Les équipements médicaux, dernier cri, côtoyait un mobilier design qui transformait cet espace de soins en lieu presque artistique. « Docteur Dumas, notre chef de service, vous présentera l'équipe cet après-midi lors de la réunion hebdomadaire. C'est un homme exigeant mais juste. Sa famille a fondé cette clinique il y a 3 générations. » Claire hocha la tête, absorbant chaque information. Elle savait que son arrivée dans cette institution privée prestigieuse représentait une opportunité exceptionnelle, mais aussi un défi de taille. Ses références de l'hôpital public de Saint-Denis parlaient pour elle, dévouement exemplaire, compétences techniques irréprochables et cette capacité rare à humaniser les soins même dans les conditions les plus difficiles. « Une dernière chose, mademoiselle Morel », ajouta Madame Beaumont en s'arrêtant devant une armoire remplie d'uniformes immaculés. « Nos patients apprécient un certain standing. Vous trouverez ici tout le nécessaire pour vous conformer à nos standards vestimentaires. » Le sous-entendu était clair.
Claire sourit poliment, mais une flamme s'alluma dans ses yeux noisettes. « Je vous remercie pour cette attention, madame. Cependant, j'ai toujours considéré que la qualité des soins se mesurait davantage aux compétences qu'aux apparences. » Un silence gêné s'installa. Madame Beaumont esquissa un sourire contraint. « Bien entendu, nous nous reverrons à 14 heures pour la réunion d'équipe. » Restée seule dans le vestiaire, Claire contempla son reflet dans le miroir mural. Son visage aux traits fins portait la détermination tranquille de celles qui ont appris à se battre sans jamais perdre leur humanité. Ses cheveux châtains, simplement attachés, encadraient un regard intelligent et profond, témoin de 1000 histoires entendues au chevet des malades. Elle pensa à sa mère, qui devait en ce moment même reprendre des vêtements dans leur petit appartement de la plaine Saint-Denis. Cette promotion à la clinique Saint-Honoré représentait plus qu'une simple évolution de carrière. C'était la concrétisation de tous leurs sacrifices, la preuve que l'excellence n'était pas l'apanage d'une classe sociale. L'après-midi approchait, et avec elle, sa première confrontation avec ce monde où elle devrait faire ses preuves. Claire Morel était prête. Elle avait survécu à bien pire que quelques regards condescendants et des sourires polis. Elle ne savait pas encore que dans quelques heures, elle croiserait le chemin d'un homme qui bouleverserait sa vision de ce nouveau monde, et peut-être plus encore. À 14 heures précises, Claire poussa la porte de la salle de réunion. L'ambiance feutrée contrastait avec l'agitation habituelle des hôpitaux publics qu'elle connaissait. Autour d'une table en acajou massif, une dizaine de blouses blanches étaient déjà installées, chacune semblant sortir d'un pressing de luxe. Les conversations cessèrent à son entrée. « Ah, voici notre nouvelle recrue !» lança une voix teintée d'ironie. Dr Philippe Marchand, cardiologue senior aux tempes grisonnantes, la dévisageait avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Sa réputation de brillant praticien n'égalait que celle de son caractère difficile et de ses remarques acerbes envers le personnel qu'il jugeait inadéquat. « Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter Claire Morel, notre nouvelle infirmière spécialisée, » annonça Madame Beaumont d'un ton neutre. « Elle nous arrive de l'hôpital Saint-Denis avec d'excellentes recommandations. » Un murmure parcourut l'assemblée. Claire remarqua les regards échangés, certains amusés, d'autres simplement curieux. Elle prit place sur la chaise libre, dos droit, mains posées calmement sur ses genoux. « Saint-Denis » répéta Docteur Marchand en traînant sur les syllabes. « Voilà qui est pittoresque. J'imagine que l'adaptation risque d'être, comment dire, substantielle. » L'infirmière-chef, Sylvie Moreau, une femme d'une quarantaine d'années au chignon parfait, intervint avec une fausse bienveillance. « Nos protocoles sont sans doute plus rigoureux que ceux à quoi vous êtes habitués, mademoiselle Morel. Nos patients ont des exigences particulières. »« Je comprends, » répondit Claire d'une voix posée. « Cependant, je pense que la rigueur médicale transcende les différences socio-économiques. Un cœur qui souffre reste un cœur qui souffre, qu'il batte dans la poitrine d'un ouvrier ou d'un ministre. » Un silence s'installa. Docteur Marchand haussa un sourcil, visiblement amusé par cette répartie. « Que voilà une vision démocratique de la médecine. Mais dites-moi, chers collègues, pensez-vous vraiment qu'un patient qui paie 15 000 € pour une intervention mérite le même traitement qu'un... » Docteur Marchand. La voix qui venait d'interrompre était grave, autoritaire et portait une nuance d'avertissement. Tous les regards se tournèrent vers l'homme qui venait d'entrer. Grand, élégant, la quarantaine naissante, il dégageait cette assurance naturelle, propre à ceux qui n'ont jamais eu à douter de leur place dans le monde. Docteur Théo Dumas s'avança vers la table, ses yeux bleu acier balayant l'assemblée avant de se poser brièvement sur Claire. Quelque chose dans son regard sembla vaciller, comme un éclair de reconnaissance, mais si fugace que Claire se demanda si elle ne l'avait pas imaginé. « Pardonnez mon retard. Une urgence au bloc. » Il prit place en bout de table, position qui soulignait naturellement son statut de chef de service. « Je vois que vous avez commencé les présentations. Nous parlions justement des ajustements nécessaires pour intégrer notre nouvelle collègue, » reprit Docteur Marchand avec un sourire entendu. Théo Dumas observa Claire un instant. Elle soutint son regard sans ciller, y décelant une intelligence aiguë, mais aussi quelque chose d'indéfinissable, comme une mélancolie soigneusement dissimulée derrière une façade parfaitement maîtrisée.
Mademoiselle Morel, je présume, vos références parlent pour vous. Diplômé major de votre promotion à l'IFSI, spécialisé en cardiologie interventionnelle. Mention très bien à tous vos examens. Il marqua une pause. Et surtout, 5 ans d'expérience dans l'un des services les plus difficiles de la région parisienne. Claire fut surprise qu'il connaisse son parcours avec autant de précision. La plupart des médecins se contentaient de survoler les dossiers du personnel soignant. « Merci, docteur. J'espère être à la hauteur de vos attentes. »« Oh, j'en suis certain. » Quelque chose dans son ton laissait entendre qu'il ne parlait pas seulement de compétences professionnelles. « Docteur. » Marchand, visiblement agacé par cette interruption de son petit spectacle, reprit « Bien sûr, les compétences techniques sont importantes, mais il faut aussi comprendre notre clientèle spécifique. Nous avons récemment traité le ministre de la Culture, l'épouse de l'ambassadeur du Japon, plusieurs PDG du CAC 40. Ces personnes ont des habitudes, des protocoles à respecter. Et que suggérez-vous exactement ? Demanda Claire, devinant parfaitement où menait cette conversation. Eh bien, Dr Marchand échangea un regard complice avec l'infirmière-chef. Peut-être serait-il judicieux de, polir certains aspects de votre présentation. Votre accent, par exemple, est assez caractéristique de votre région d'origine. Le silence qui suivit était électrique. Claire sentit la colère monter en elle, mais sa voix resta parfaitement calme. Mon accent témoigne de mes origines, docteur. Et mes origines ont fait de moi ce que je suis. Quelqu'un qui considère que soigner n'est pas un privilège à accorder selon le portefeuille, mais un devoir à accomplir avec la même excellence pour tous. Comme c'est touchant, murmura docteur Marchand. Mais nous ne sommes pas dans un hôpital de banlieue ici. Nous sommes dans une institution qui doit son excellence à certains standards. Des standards qui excluent l'authenticité. La question avait fusé, plus tranchante qu'elle ne l'aurait voulu. Un murmure parcourut l'assemblée. Docteur Marchand se redressa, visiblement piqué au vif. « Mademoiselle Morel, je crains que vous ne compreniez pas bien dans quel environnement. » Docteur Marchand, la voix de Théo Dumas claqua comme un fouet. Il n'avait pas haussé le ton, mais l'autorité qu'elle portait était indiscutable. Je pense que nous avons tous saisi l'essentiel. Il se tourna vers Claire. « Mademoiselle Morel, vous commencerez demain matin, 7 heures. Madame Moreau vous présentera les protocoles spécifiques à notre service. » Il se leva, signifiant la fin de la réunion. Avant de sortir, il ajouta, sans regarder personne en particulier, « J'attends de chaque membre de cette équipe qu'il se concentre sur l'excellence médicale plutôt que sur des considérations accessoires. » La porte se referma derrière lui, laissant un silence pesant. Claire rassembla ses affaires sous les regards mitigés de ses nouveaux collègues. Certains semblaient embarrassés, d'autres franchement hostiles. En sortant, elle croisa le regard de docteur Marchand. Son sourire glacial promettait que cette première escarmouche n'était que le début. Mais Claire Morel avait survécu à bien pire, et quelque chose dans l'intervention de docteur Dumas l'intriguait. Cet homme cachait des secrets, elle en était certaine. Et peut-être, malgré son statut privilégié, n'était-il pas l'ennemi qu'elle avait imaginé. Le réveil sonna à 5h30 dans le petit appartement de la plaine Saint-Denis. Claire ouvrit les yeux sur le plafond fissuré qu'elle connaissait par cœur, écoutant les bruits familiers du quartier qui s'éveillaient, le passage du tramway, les voix des ouvriers partant en équipe matinale, les volets qui s'ouvraient dans la cour intérieure. « Ma chérie, tu es réveillée ?» La voix douce de sa mère filtrait à travers la cloison mince. Simone Morel, 60 ans, les mains marquées par 40 années de couture, préparait déjà le café dans la kitchenette. Malgré l'heure matinale, elle était impeccablement coiffée, ses cheveux gris soigneusement tirés en chignon. « Bonjour maman, tu n'étais pas obligée de te lever si tôt. N'es-tu plaisante? Le premier jour de ma fille à la clinique la plus prestigieuse de Paris. » Simone déposa une tasse fumante devant Claire. « Comment te sens-tu » Claire but une gorgée du café fort, réfléchissant à la réunion de la veille. L'hostilité à peine voilée de certains collègues, les sous-entendus de docteur Marchand, et surtout ce regard étrange de docteur Dumas, différent de ceux à quoi je m'attendais, avoua-t-elle.
mais rien d'insurmontable. Simone s'assit en face de sa fille, ses yeux perçants la scrutant avec cette intuition maternelle qui ne trompait jamais. « Tu sais, ma chérie, quand j'ai commencé à travailler pour ces familles bourgeoises du 16e, j'ai eu droit au même regard, aux mêmes remarques, comme si notre origine était une tare dont il fallait avoir honte. » Elle tendit la main et caressa celle de Claire. « Mais tu sais ce que j'ai appris ? Que notre valeur ne dépend pas de leur reconnaissance. Tu es arrivé là par ton travail, ton mérite, ta compétence. Ne l'oublie jamais. » 1 heure plus tard, Claire descendait du RER à la station Invalide. Le trajet jusqu'à la clinique lui donnait le temps de se préparer mentalement. Les rues du 7e arrondissement, avec leurs façades haussmanniennes impeccables et leurs boutiques de luxe, contrastaient violemment avec les barres d'immeubles de sa banlieue. À la clinique, l'atmosphère était différente du matin précédent. L'activité avait déjà commencé. Patients élégants dans le hall, personnel affairé, téléphone qui sonnait discrètement. Claire se dirigea vers le service de cardiologie où Sylvie Moreau l'attendait. « Bonjour, mademoiselle Morel. J'espère que vous avez bien dormi car la journée s'annonce chargée. » L'infirmière-chef lui fit visiter le service avec une efficacité toute professionnelle, détaillant les protocoles, les procédures, les habitudes spécifiques de chaque médecin. Claire écoutait attentivement, prenant des notes, posant les bonnes questions. « Voici votre première patiente, Madame de Montclair », annonça Sylvie en s'arrêtant devant une chambre aux allures de suite d'hôtel. 80 ans, insuffisance cardiaque. Famille très influente, son fils est député de Paris. Dans la chambre, une dame âgée au maintien aristocratique reposait dans un lit aux draps immaculés. Malgré son état, elle gardait une dignité naturelle. Ses cheveux blancs parfaitement coiffés, ses bijoux discrets mais visiblement précieux. « Madame de Montclair, voici Claire, votre nouvelle infirmière. » La vieille dame tourna vers Claire des yeux d'un bleu délavé mais encore perçant. « Approchez-vous, mon enfant. » Claire s'avança, frappée par la bienveillance qui émanait de cette femme. Contrairement à ce qu'elle avait anticipé, aucun mépris, aucune condescendance dans ce regard. « Vous avez de belles mains, » remarqua Madame de Montclair en prenant celle de Claire. « Des mains qui savent travailler. Ma grand-mère avait les mêmes. »« Comment vous sentez-vous ce matin, madame ?»« Oh, vous savez, à mon âge, on ne se sent jamais vraiment bien, mais j'ai connu pire. Pendant la guerre, nous étions bien contents d'avoir n'importe quel soignant, qu'il vienne du 16e ou de Belleville. » Claire sourit, touchée par cette simplicité inattendue. Elle prit les constantes de la patiente, vérifia sa perfusion, ajusta ses oreillers avec cette attention naturelle qui la caractérisait. « Vous savez, » ajouta Madame de Montclair tandis que Claire notait ses observations, « mon médecin traitant, le docteur Dumas, m'a beaucoup parlé de vous hier soir. » Claire releva la tête, surprise. « Vraiment ? Oh oui, il semblait, comment dire, intrigué par votre arrivée. C'est curieux d'habitude, il ne s'intéresse pas particulièrement au changement de personnel. » Avant que Claire puisse répondre, la porte s'ouvrit. Docteur Dumas entra, accompagné de 2 internes. Dans la lumière matinale filtrant par les fenêtres, Claire put mieux observer ses traits. Il avait ce type de beauté classique propre à la bourgeoisie parisienne, très régulier, port de tête aristocratique, mais quelque chose dans son regard démentait cette perfection apparente. « Bonjour, Madame de Montclair, comment vous portez-vous » Sa voix était différente avec la patiente, plus douce, presque affectueuse. Il consulta le dossier que Claire venait de compléter, fronçant légèrement les sourcils. « Vos observations sont très précises, Mademoiselle Morel. » Il leva les yeux vers elle, et pendant un instant, Claire eut l'impression étrange qu'il cherchait quelque chose dans son visage, comme s'il tentait de résoudre une énigme. « Docteur » intervint Madame de Montclair avec un sourire malicieux, « ne trouvez-vous pas que Claire a quelque chose de familier ?» Théo Dumas se figea imperceptiblement. Ses yeux se rétrécirent légèrement, comme s'il fouillait sa mémoire. « Non, je ne crois pas. » Mais Claire avait perçu l'hésitation. Et soudain, quelque chose remonta à la surface de sa propre mémoire. Un garçon aux yeux bleus, perdu, qui avait débarqué un jour dans sa classe de CM2 à l'école Jules Ferry de Saint-Denis. Un garçon que les autres enfants regardaient avec curiosité, parce qu'il parlait différemment, parce que ses vêtements étaient trop beaux,
parce qu'ils ne connaissaient pas les codes de leur monde. Théo, murmura-t-elle presque malgré elle. Le silence qui suivit sembla s'étendre à l'infini. Docteur Dumas la regardait intensément, comme si ce simple prénom avait fait s'effondrer des années de défense soigneusement construites. Vous vous souvenez? La question était presque un chuchotement. Les deux internes échangèrent des regards perplexes, ne comprenant pas ce qui se jouait sous leurs yeux. Le petit garçon qui pleurait à la récréation parce qu'il ne connaissait personne, dit Claire, les souvenirs affluant soudain. Celui à qui j'ai prêté mes crayons de couleur quand les siens avaient été cassés. Théo ferma les yeux un instant, comme submergé par une émotion qu'il s'efforçait de contrôler. Claire Morel, la petite fille aux nattes qui défendait tous les faibles de la cour. Madame de Montclair observait cette scène avec fascination, comprenant qu'elle assistait à quelque chose d'exceptionnel. « Eh bien, murmura-t-elle, voilà qui explique beaucoup de choses. » L'un des internes tout sauta discrètement, rappelant à tous qu'ils étaient dans une chambre d'hôpital. Théo se ressaisit immédiatement, reprenant son masque professionnel. « Nous reparlerons plus tard. Continuons la visite. » Mais tandis qu'ils sortaient de la chambre, Claire croisa son regard une dernière fois, et dans ses yeux bleus qu'elle avait consolés 30 ans auparavant, elle lut quelque chose qui la troubla profondément, une gratitude infinie, mêlée à une tristesse qu'elle ne s'expliquait pas. Le petit garçon perdu était devenu ce médecin prestigieux, mais avait-il vraiment trouvé son chemin? La journée s'écoula dans une tension électrique. Claire accomplissait ses tâches avec son professionnalisme habituel, mais son esprit ne cessait de revenir à cette reconnaissance mutuelle du matin. Théo, docteur Dumas, l'évitait soigneusement, ne croisant son regard que lorsque c'était absolument nécessaire pour le service. À 18 heures, alors que la plupart du personnel était parti, Claire terminait ses notes dans le bureau des infirmières. La clinique baignait dans cette atmosphère feutrée du soir, ponctuée par le ronronnement discret des appareils et les pas étouffés du personnel de nuit. « Claire ?» Elle leva la tête. Théo se tenait dans l'embrasure de la porte, hésitant. Il avait abandonné sa blouse blanche pour un costume sombre, impeccablement coupé, qui soulignait son statut social, mais ses yeux trahissaient une vulnérabilité qu'aucun tailleur ne pouvait dissimuler. « Docteur Dumas, Théo, ici, maintenant, je suis juste Théo. » Il entra dans la pièce, refermant la porte derrière lui. Le silence s'étira entre eux, chargé de 30 années de vie séparées. « Tu te souviens vraiment ?» demanda-t-il finalement. Claire posa son stylo et le regarda attentivement. L'homme élégant et sûr de lui qui dirigeait le service de cardiologie avait laissé place à quelque chose de plus fragile, comme si les années s'étaient effacées. Comment oublier? Tu es resté 6 mois dans notre école. Tu détonnais tellement. Ma famille traversait une période difficile, expliqua-t-il en s'asseyant sur la chaise en face d'elle. Mon père était impliqué dans un scandale politique. Corruption, détournement de fonds publics. Les médias s'en donnaient à cœur joie. Nous avons dû quitter temporairement notre monde pour laisser passer l'orage. Claire se souvenait vaguement des rumeurs. Les Dumas, cette famille influente dont on parlait parfois aux informations, avait effectivement disparu des radars pendant quelques mois. « Tu te cachais toujours dans la cour de récréation près du préau ?» continua-t-elle. « Les autres enfants te regardaient comme une bête curieuse. » « Vous me regardiez tous comme une bête curieuse, corrigea-t-il avec un sourire triste. Sauf toi, tu m'as traité comme un enfant normal. Tu étais un enfant normal, perdu, effrayé, mais normal. » Et Théo passa une main dans ses cheveux, geste qui le rajeunissait instantanément. « Tu m'as défendu le jour où Kevin Martins voulait me voler mon goûter. Tu lui as dit que s'il touchait à mes affaires, il aurait affaire à toi. » Claire sourit malgré elle. Kevin était plus costaud que moi, mais moins têtu. J'ai gagné par forfait. Tu m'as aussi aidé pour les mathématiques. J'avais toujours eu des professeurs particuliers. Je ne savais pas comment me débrouiller seul face à un exercice. Et tu m'as appris à tenir correctement un pinceau pendant les cours d'art plastique. Tu savais déjà peindre comme un petit maître. Ils se regardèrent, surpris par la précision de leurs souvenirs communs. Cette période avait visiblement marqué chacun d'eux plus profondément qu'ils ne l'avaient imaginé. « Pourquoi es-tu parti sans dire au revoir ?» demanda Claire. La question jaillit spontanément. Théo baissa les yeux. « Un matin, mon père est venu me chercher.
L'affaire s'était tassée, nous pouvions retrouver notre vie d'avant. Il m'a expliqué que tout cela n'avait été qu'une parenthèse, qu'il fallait l'oublier et reprendre notre place dans le monde qui était le nôtre. Et tu l'as fait. J'ai essayé. Pendant des années, j'ai fait comme si ces 6 mois n'avaient jamais existé. Retour au collège privé, aux vacances dans la propriété familiale, au code de notre milieu. Il releva la tête, plantant son regard dans celui de Claire. Mais je n'ai jamais oublié la petite fille qui m'avait montré que la bonté n'avait pas de classe sociale. Claire sentit son cœur s'accélérer. Il y avait dans la voix de Théo une sincérité qui contrastait violemment avec l'arrogance qu'elle avait perçue la veille. Alors pourquoi ne pas m'avoir reconnu immédiatement? Parce que... Il marqua une pause, cherchant ses mots. Parce que j'avais peur de ce que cela réveillerait. Cette période de ma vie représentait tout ce que j'avais appris à enfouir. L'humilité, la simplicité, l'authenticité. Tes parents t'ont interdit d'être toi-même? Mes parents m'ont appris à être un Dumas, héritier d'une lignée, gardien d'un patrimoine, porteur d'un nom. Il n'y avait pas de place pour le petit garçon qui avait appris à partager son goûter avec des enfants d'ouvriers. Claire observa cet homme de 35 ans qui portait le poids d'une éducation dont il semblait aujourd'hui questionner les fondements. Elle voyait dans ses gestes, son maintien, sa façon de s'exprimer, le résultat d'un conditionnement social rigoureux. Mais elle percevait aussi, sous ce vernis, quelque chose qui résonnait avec l'enfant qu'elle avait connu. Et maintenant, que comptes-tu faire de cette reconnaissance? Je ne sais pas, avoua-t-il. Depuis ce matin, je me pose des questions que j'avais réussi à éviter pendant des décennies. Un bruit de pas dans le couloir les ramena brusquement à la réalité. Théo se leva, reprenant instantanément sa posture professionnelle. Il vaut mieux que nous ne soyons pas vus ensemble trop longtemps. Les rumeurs vont vite dans ce milieu. Claire acquiesça, comprenant les enjeux. Mais avant qu'il ne sorte, elle ne put s'empêcher d'ajouter « Théo, ce petit garçon qui partageait ses crayons de couleur, il était vraiment formidable. Il serait dommage de l'enterrer définitivement. » Il s'arrêta sur le seuil, sans se retourner. « Ce petit garçon n'existe plus, Claire. Il ne peut plus exister dans mon monde. Alors peut-être est-ce ton monde qui a un problème. » Cette fois, il se retourna. Dans ses yeux, Claire lut un mélange de colère et de défi qui lui rappela l'enfant têtu qu'elle avait connu. « Mon monde, comme tu dis, me permet de sauver des vies, de faire avancer la recherche médicale, de maintenir l'excellence de cette institution. Que proposes-tu à la place? L'authenticité, l'humilité, le souvenir que derrière chaque patient, il y a d'abord un être humain, comme c'est touchant, et naïf. » Le ton était redevenu cassant, presque méprisant. Claire sentit la colère monter. « Naïf. Tu sais ce qui était naïf, Théo? Croire qu'on peut enterrer qui on est vraiment sans que ça finisse par nous pourrir de l'intérieur. » Il la regarda longuement, puis sortit sans un mot. Claire resta seule dans le bureau, le cœur battant. Elle venait de retrouver un ami d'enfance et avait l'impression de l'avoir déjà perdu à nouveau. Mais quelque chose lui disait que cette histoire était loin d'être terminée. L'enfant qu'avait été Théo Dumas se battait encore, quelque part sous les couches de conditionnement social. Et Claire Morel n'avait jamais renoncé face à un combat qu'elle jugeait juste. Les jours suivants s'écoulèrent dans une atmosphère tendue. Théo évitait soigneusement Claire, se contentant d'interactions purement professionnelles, froides et distantes. Mais Claire sentait son regard sur elle lors des réunions, ses coups d'œil furtifs qu'il détournait dès qu'elle levait les yeux. Docteur. Marchand, lui, semblait avoir pris Claire pour cible personnelle. Chaque geste, chaque décision, chaque protocole suivi était scruté, critiqué, remis en question avec une minutie malveillante qui n'échappait à personne. Ce matin-là, Claire s'occupait de Monsieur Leblanc, un ancien ouvrier métallurgiste de 70 ans admis pour une insuffisance cardiaque. Contrairement aux patients habituels de la clinique, celui-ci payait ses soins grâce à une assurance complémentaire et aux économies d'une vie de labeur. « Ma petite dame, » disait-il à Claire en la regardant préparer ses médicaments, « ça fait du bien de voir quelqu'un qui nous comprend ici. Les autres, ils parlent de nous comme si on n'était pas là. » Claire sourit, touchée par cette confidence.
Monsieur Leblanc lui rappelait certains patients de Saint-Denis, cette dignité simple de ceux qui avaient travaillé dur toute leur vie. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Votre essoufflement s'améliore? Un peu, grâce à vos soins. Mais dites-moi, vous n'êtes pas comme les autres ici, vous. Vous venez d'où? De la banlieue nord, monsieur. Pas très loin de chez vous, je pense. Ah, je le savais. On se reconnaît entre nous. Ma femme, elle disait toujours « Les gens bien, ça se voit dans les yeux ». Elle avait raison. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Dr Marchand, accompagné de 2 collègues et de l'inévitable cohorte d'internes. Son regard balaya la chambre avec cette expression de dédain à peine voilée qu'il réservait aux patients moins fortunés. Monsieur, il consulta le dossier sans enthousiasme. Leblanc, comment vous portez-vous? Ça va mieux, docteur. Grâce à mademoiselle Claire ici présente. Une perle, cette petite. Docteur Marchand eut un sourire contraint. J'en suis ravi. Mademoiselle Morel, pouvez-vous nous présenter le cas? Claire prit le dossier et commença son exposé d'une voix claire et professionnelle. Elle détailla l'état du patient, l'évolution de son traitement, les améliorations observées. Ses observations étaient précises, ses recommandations pertinentes. Intéressant, commenta Dr Marchand quand elle eut terminé. Cependant, j'ai quelques remarques sur votre approche. Il se tourna vers les internes, prenant ostensiblement Claire et Monsieur Leblanc à témoin de ce qui allait suivre. Voyez-vous, mesdames et messieurs, nous avons ici un parfait exemple des, disons, différences culturelles dans la pratique médicale. Claire sentit l'alarme sonner dans sa tête, mais garda un visage impassible. Mademoiselle Morel vient d'un environnement hospitalier public où, comment dire, l'approche est populaire, moins raffinée. Un silence gêné s'installa. Monsieur Leblanc fronçait les sourcils, ne comprenant pas où menait ce discours. Prenez par exemple sa façon de s'adresser aux patients. Cette familiarité excessive, ce tutoiement presque. Il faut comprendre que dans notre établissement, nous cultivons une certaine distance thérapeutique. Je n'ai jamais tutoyé Monsieur Leblanc, se défendit Claire calmement. Ah, mais votre ton, vos expressions. Tenez, tout à l'heure vous disiez « Comment vous sentez-vous » avec cet accent si caractéristique. Nos patients ont l'habitude d'une diction plus châtiée. Claire sentit le rouge lui monter aux joues. L'humiliation était publique, délibérée, cruelle. Docteur, mon accent n'a jamais empêché mes patients de guérir. Certes, mais voyez-vous, nous ne soignons pas seulement des corps ici. Nous offrons une expérience globale, et cette expérience inclut un certain raffinement dans la communication. Monsieur Leblanc se redressa dans son lit, visiblement indigné. « Excusez-moi, docteur, mais mademoiselle Claire m'a mieux soigné en 3 jours que d'autres, en 3 semaines. Son accent, comme vous dites, moi ça me rassure. Au moins, elle me parle comme à un être humain. » Docteur Marchand eut un sourire glacial. « Monsieur Leblanc, je comprends votre attachement. C'est tout à fait naturel. Les gens ont tendance à apprécier ce qui leur ressemble. » Le sous-entendu était limpide et insultant. Claire serra les dents, s'efforçant de garder son professionnalisme. « Mais voyons les choses en face », continua Dr Marchand en s'adressant aux internes. « Quand le ministre de la Santé viendra pour son check-up la semaine prochaine, pensez-vous qu'il sera réceptif à, comment dire, ce type de communication ?» L'un des internes, visiblement mal à l'aise, osa timidement. « Docteur, les compétences de mademoiselle Morel semblent irréprochables. » Oh, je ne remets pas en question ses compétences techniques. Dieu m'en garde! Mais voyez-vous, la médecine de haut niveau requiert plus que de simples compétences. Elle exige un savoir-être, une élégance, un vernis social. C'en était trop. Claire posa le dossier avec un calme apparent qui masquait une colère froide. « Docteur Marchand, puis-je vous poser une question? Je vous en prie. Pensez-vous sincèrement qu'un patient qui souffre se soucie de l'accent de la personne qui le soulage? Croyez-vous qu'un cœur qui s'arrête fait la différence entre une main secourable de banlieue et une main secourable du 16e arrondissement? » Le silence qui suivit était électrique. Docteur Marchand la regardait avec une expression de surprise mêlée de colère. « Ma chère enfant, vous mélangez tout. Nous ne sommes pas dans un service d'urgence ici. Nous sommes dans une clinique de prestige où
où l'ego prime sur l'empathie, où l'apparence compte plus que l'efficacité. « Mademoiselle Morel !» La voix claqua comme un fouet. « Non, docteur, vous avez voulu donner une leçon publique, alors allons jusqu'au bout. » Claire se tourna vers les internes, ignorant le regard furieux de docteur Marchand. « Dans ma formation, on m'a appris que la première qualité d'un soignant était l'humanité. Que soigner, c'est d'abord reconnaître l'autre comme son égal en dignité, que l'excellence médicale se mesure à la guérison, pas au standing social du praticien. » Elle marqua une pause, laissant ces mots porter. « Si ces valeurs sont incompatibles avec le raffinement dont vous parlez, alors peut-être devrions-nous nous interroger sur ce que signifie vraiment soigner. » Docteur Marchand était livide. Plusieurs internes baissaient les yeux, visiblement touchés par les paroles de Claire. Monsieur Leblanc applaudissait silencieusement depuis son lit. « Mademoiselle Morel, vous venez de dépasser les bornes. Je vais... » Docteur Marchand. La voix de Théo résonna dans la chambre. Il se tenait sur le seuil, et Claire ne sut dire depuis combien de temps il était là. Son visage était indéchiffrable, mais quelque chose dans son attitude fit reculer Docteur Marchand. « Docteur Dumas, cette personne vient d'insulter nos méthodes, notre institution. » Théo entra dans la chambre, son regard balayant l'assemblée avant de se poser sur Claire. Pendant un instant, elle crut y lire de l'admiration. Mais peut-être était-ce un effet de son imagination. « Messieurs, la visite est terminée. Nous reprendrons plus tard. » Ce n'était pas une proposition, c'était un ordre. Les internes sortirent rapidement, suivis par docteur Marchand, qui fusillait Claire du regard. Seuls Théo, Claire et monsieur Leblanc demeurèrent dans la chambre. Un silence pesant s'installa. « Bravo, mademoiselle! Voilà bien longtemps que personne n'avait remis ce prétentieux à sa place. » Monsieur Leblanc rayonnait littéralement, ses yeux brillants d'une satisfaction évidente. Théo s'approcha du lit, consultant machinalement le monitoring cardiaque du patient. « Monsieur Leblanc, comment vous sentez-vous après toute cette agitation ?»« Docteur, je me sens mieux que jamais. Cette petite a dit tout haut ce que nous pensons tout bas. Il était temps. » Théo hocha la tête distraitement, mais Claire sentait qu'il luttait intérieurement contre quelque chose. Son visage gardait cette impassibilité professionnelle qu'elle commençait à reconnaître comme un mécanisme de défense. « Mademoiselle Morel, pouvez-vous me suivre? J'aimerais discuter de certains points concernant le service. » Le ton était neutre, mais Claire perçut une tension sous-jacente. Elle suivit Théo hors de la chambre, s'attendant au pire. Dans le couloir, ils croisèrent docteur Marchand, qui discutait avec animation avec Sylvie Moreau. Leurs regards se turent à leur passage, mais Claire sentit peser sur elle leurs expressions réprobatrices. Théo la conduisit jusqu'à son bureau, une pièce élégante, avec vue sur les jardins privés de la clinique. Les murs étaient ouverts de diplômes prestigieux, de photos avec des personnalités médicales renommées, de récompenses diverses. Tout témoignait d'un parcours exemplaire, d'une réussite sans faille. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Claire prit place dans le fauteuil en cuir face au bureau, tandis que Théo restait debout, appuyé contre la fenêtre. Pendant un long moment, il ne dit rien, observant les jardins avec une expression indéchiffrable. « Ce que vous avez fait là-haut, commença-t-il finalement. »« Était nécessaire, l'interrompit Claire. Je ne regrette rien. » Il se tourna vers elle, et pour la première fois depuis leur retrouvaille, elle vit dans ses yeux une émotion brute, non filtrée par les conventions sociales. « Vous avez idée de ce que vous venez de déclencher. Marchand va tout faire pour vous faire renvoyer. Il a des appuis, des relations. Et vous ?» demanda Claire directement. « De où vous situez-vous dans tout cela ?» Théo détourna le regard, se dirigeant vers son bureau, où il feignit de consulter des dossiers. « Je suis le chef de service. Mon rôle est de maintenir l'harmonie de l'équipe, pas de prendre parti dans les conflits interpersonnels. » Interpersonnels. Claire se leva, sa colère contenue explosant enfin. « Théo, ce qui vient de se passer n'était pas un conflit interpersonnel, c'était de l'humiliation pure et simple, du mépris de classe déguisé en leçon de médecine. Vous exagérez. » « J'exagère ?» Claire s'approcha du bureau, plantant ses mains sur le bois laqué. « Cet homme m'a ridiculisé devant des étudiants, a insulté mes origines, a sous-entendu que mon accent rendait mes soins moins valables. Et vous trouvez que j'exagère ?»
Théo leva les yeux vers elle, et Claire y lut quelque chose qui ressemblait à de la honte. Claire, le monde médical a ses codes, ses hiérarchies, on ne peut pas quoi? Dire la vérité, défendre ses valeurs, traiter les patients comme des êtres humains plutôt que comme des sources de revenus? Vous ne comprenez pas, explosa-t-il soudain, révélant enfin l'émotion qu'il contenait. Cette clinique, c'est l'œuvre de ma famille. 3 générations de Dumas ont construit sa réputation. Je ne peux pas laisser... Il s'interrompit brutalement, réalisant qu'il en avait trop dit. Mais Claire avait saisi l'essentiel. Vous ne pouvez pas laisser une petite infirmière de banlieue ternir le prestige familial, c'est ça? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Si, Théo, c'est exactement ce que vous vouliez dire. Claire se dirigea vers la porte, mais la voix de Théo l'arrêta. « Attendez !» Elle se retourna. Il était debout derrière son bureau, les mains appuyées sur le plateau, la tête baissée. Quand il releva les yeux, Claire fut frappée par sa vulnérabilité soudaine. « Vous avez raison », murmura-t-il. « Ce que Marchand a fait était inacceptable. Vos paroles étaient justes. Et moi, j'ai été lâche. » Le silence qui suivit était chargé d'une émotion palpable. Claire vit dans cette confession un écho du petit garçon qu'elle avait connu, celui qui luttait pour trouver sa place entre 2 mondes. Pourquoi, Théo? Pourquoi défendre un système que vous savez injuste? Il contourna son bureau et vint s'asseoir dans le fauteuil à côté d'elle, abandonnant symboliquement sa position d'autorité. Parce que c'est tout ce que j'ai jamais connu, parce que sortir de ce carcan signifierait remettre en question toute ma vie, toute ma famille, tout mon héritage. Et alors? Comment et alors? Claire, je ne suis pas comme vous, je n'ai pas votre courage, votre force. Vous savez qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous valez. Moi, si j'enlève tout ce que ma famille m'a construit, que reste-t-il? Claire le regarda intensément, touchée malgré elle par cette détresse authentique. Il reste l'enfant qui partageait son goûter, qui pleurait quand les autres souffraient, qui rêvait de devenir médecin pour aider les gens. Il reste l'homme que vous pourriez être si vous arrêtiez d'avoir peur. Et si cet homme n'était qu'une illusion, si au fond je n'étais vraiment que le produit de mon éducation bourgeoise, alors vous ne seriez pas en train de vous torturer en ce moment. Un vrai arrogant n'aurait aucun état d'âme. Théo sourit tristement. Vous me surestimez, Claire. Je suis peut-être juste un lâche qui a mauvaise conscience. Ou peut-être êtes-vous un homme bien qui a simplement oublié comment l'être. Ils se regardèrent longuement, et Claire eut l'impression de voir s'effriter les défenses que Théo avait passé des années à construire. « Qu'est-ce que vous attendez de moi ?» demanda-t-il finalement. « Rien. Tout. Je ne sais pas. » Elle se leva, soudain épuisée par l'intensité de cette conversation. « Je sais juste que le petit garçon que j'ai connu méritait mieux que de devenir spectateur de sa propre vie. » En arrivant à la porte, elle se retourna une dernière fois. « Au fait, Théo, ce que j'ai dit là-haut sur les valeurs du soin, ce n'était pas dirigé contre vous. C'était pour vous rappeler qui vous étiez vraiment. » Elle sortit, le laissant seul avec ses pensées et ses doutes. Dans le couloir, elle croisa Dr Marchand qui l'attendait visiblement. « Mademoiselle Morel, j'espère que le docteur Dumas vous a fait comprendre l'énormité de votre comportement. » Claire le regarda droit dans les yeux, retrouvant toute sa détermination. « Docteur Marchand, j'espère que vous avez compris que je ne me laisserai plus jamais humilier par quelqu'un qui confond arrogance et compétence. » Elle s'éloigna, laissant Dr Marchand bouche bée. Derrière la porte du bureau, Théo avait tout entendu. Et pour la première fois depuis des années, il souriait vraiment. Mais il ne savait pas encore que cette journée n'était que le début d'un bouleversement qui allait changer sa vie à jamais. Les jours qui suivirent cette confrontation furent marqués par un étrange ballet d'évitement et d'observation mutuelle. Claire accomplissait ses tâches avec son professionnalisme habituel, mais elle sentait constamment le poids du regard de Théo sur elle. Pas le regard distant et professionnel du chef de service, mais quelque chose de plus profond, de plus personnel. Il l'observait soigner Madame de Montclair, avec cette patience infinie qui la caractérisait, réconfortant la vieille dame qui s'inquiétait de sa prochaine intervention. Il la regardait expliquer ses médicaments à Monsieur Leblanc, traduisant les termes médicaux complexes en mots simples, sans jamais paraître condescendant. Il la voyait consoler Madame Petit,
une femme de 50 ans terrifiée par son diagnostic de cardiomyopathie, la tenant simplement par la main jusqu'à ce que les larmes cessent. Et dans chacun de ses gestes, Théo retrouvait l'essence de ce qu'il avait voulu devenir en choisissant la médecine. Quelqu'un qui guérit non seulement les corps, mais aussi les âmes. Ce matin-là, une urgence bouleversa la routine de la clinique. Madame Rosenberg, 80 ans, ancienne résistante et figure respectée de la communauté parisienne, fut admise en état critique après un infarctus massif. Sa famille, influente dans les milieux culturels et politiques, avait exigé les meilleurs soins possibles. Dans la salle de réanimation, l'agitation était palpable. Docteur Marchand dirigeait les opérations avec sa froideur habituelle, aboyant ses ordres au personnel médical. Claire assistait Théo qui tentait une angioplastie d'urgence pour débloquer l'artère coronaire. « Tension artérielle ?» demanda Théo, concentré sur l'écran qui affichait les images de cathéter cardiaque. « 8,5, en chute », répondit Claire. « Fréquence cardiaque irrégulière à 45. Préparez la dopamine et augmentez l'oxygène. » L'intervention était délicate. À son âge, Madame Rosenberg risquait de ne pas supporter l'anesthésie prolongée. Chaque minute comptait, chaque geste devait être parfait. « Docteur !» s'inquiéta l'un des internes. « Ses constantes se dégradent. » Théo ne répondit pas, entièrement focalisé sur sa tâche. Ses mains bougeaient avec une précision chirurgicale, guidant le cathéter à travers les artères. Claire admirait malgré elle cette expertise, cette capacité à rester calme sous la pression. Mais soudain, quelque chose se passa. L'écran se figea, le monitoring émit une alarme stridente. Fibrillation ventriculaire. « Arrêt cardiaque !» cria l'interne. « Défibrillateur !» ordonna Théo. Claire était déjà en mouvement, préparant l'appareil avec une efficacité qui impressionna tous les présents. Dans ces moments critiques, son expérience des urgences de Saint-Denis prenait tout son sens. « Chargé à 200 joules », annonça-t-elle. « Tout le monde s'écarte. » Le choc électrique traversa le corps de Madame Rosenberg. Pas de changement. « Encore 300 joules !» Nouveau choc. Cette fois, le monitoring reprit un rythme, irrégulier mais présent. « Elle revient », murmura Théo, le front perlé de sueur. Mais l'épreuve n'était pas terminée. Madame Rosenberg restait instable, oscillant entre la vie et la mort. Théo reprit l'angioplastie, conscient qu'il jouait contre la montre. C'est alors que Claire fit quelque chose d'inhabituel. Au lieu de se contenter de surveiller les constantes vitales, elle s'approcha de la patiente et commença à lui parler doucement, malgré l'anesthésie. « Madame Rosenberg, vous n'êtes pas seule. Nous sommes là, nous prenons soin de vous. Votre famille vous attend. Battez-vous avec nous. » Docteur Marchand la fusilla du regard. « Mademoiselle Morel, ce n'est ni le lieu, ni le moment pour... » « Laissez-la faire, » coupa Théo sans quitter l'écran des yeux. Claire continua, sa voix douce contrastant avec l'agitation technique autour d'elle. « Vous avez survécu à la guerre, madame. Vous avez vu votre pays renaître, vos enfants grandir, vos petits-enfants naître. Cette bataille-là aussi, vous allez la gagner. » Chose étrange, les constantes de madame Rosenberg semblaient se stabiliser légèrement. Coïncidence? Effet placebo même sous anesthésie? Peu importait. Théo sentait que quelque chose changeait dans l'atmosphère de cette salle d'opération. « Artère dégagée », annonça-t-il finalement, « circulation rétablie. » Un soupir de soulagement parcourut l'équipe. Madame Rosenberg était sauvée. 2 heures plus tard, dans la salle de repos, Claire et Théo se retrouvèrent seuls face à des cafés refroidis. L'épuisement post-opératoire les avait tous deux rattrapés. « Ce que vous avez fait là-dedans, » commença Théo, était instinctif. Dans mon ancien service, nous avions remarqué que les patients, même inconscients, réagissaient parfois à la voix humaine. Marchand n'a pas apprécié. Marchand n'apprécie rien de ce que je fais. Mais vous, qu'en pensez-vous? Théo leva les yeux vers elle, et Claire y lut quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps, de l'admiration pure. Je pense que vous m'avez rappelé pourquoi j'avais choisi cette voie. Ah bon? Quand j'ai commencé mes études de médecine, je voulais sauver le monde. Naïf, n'est-ce pas? Puis, les années ont passé, les examens, la compétition, les stages, dans des services prestigieux. J'ai appris l'excellence technique, mais j'ai oublié l'essentiel. Il marqua une pause, contemplant son café froid. Vous
Vous ne l'avez jamais oublié. Cette humanité, cette capacité à voir la personne derrière le patient, c'est ce qui fait la différence entre un bon technicien et un vrai médecin. Claire fut touchée par cette sincérité. Vous n'aviez pas oublié Théo. Vous l'aviez juste enfoui sous des couches de conventions sociales. Peut-être. Mais comment fait-on pour retrouver ce qu'on a perdu? Comment rattrape-t-on toutes ces années où on s'est trompé de priorité? Une action à la fois, un patient à la fois, un choix à la fois. Théo la regarda longuement, puis se leva et se dirigea vers la fenêtre. Au dehors, la vie parisienne suivait son cours, indifférente au drame qui se jouait dans cette clinique. « Claire, puis-je vous demander quelque chose ?»« Bien sûr. »« Pourquoi êtes-vous venue ici? Vous étiez bien dans votre hôpital public, respecté, utile. Pourquoi changer pour un monde qui visiblement ne vous correspond pas ?» Claire réfléchit un moment à cette question qu'elle s'était souvent posée elle-même. « Parce que je crois qu'on peut changer les choses de l'intérieur. » Que l'excellence médicale et l'humanité ne sont pas incompatibles, que même dans un environnement de privilégiés, on peut rappeler que soigner est d'abord un acte d'amour. Un acte d'amour, répéta Théo pensivement. Cela fait longtemps que je n'avais pas entendu ces mots-là dans un contexte médical. Et pourtant, c'est exactement ce que vous avez fait aujourd'hui dans cette salle d'opération. Vous avez sauvé Madame Rosenberg par amour de votre métier, par respect pour la vie, pas pour l'argent, pas pour la gloire, par amour. Théo se retourna vers elle, et Claire vit dans ses yeux une émotion qu'elle n'arrivait pas à identifier. Vous savez quoi, Claire? Pour la première fois depuis des années, j'ai envie de redevenir le médecin que je rêvais d'être. Et qu'est-ce qui vous en empêche? La peur, probablement. La peur de décevoir, de ne plus correspondre aux attentes. La peur de découvrir qui je suis vraiment sous le vernis. Claire se leva et vint se placer face à lui. Théo, ce petit garçon qui consolait ses camarades dans la cour de récréation, il est toujours là. Il attend juste que vous lui donniez la permission de revenir. Leurs regards se croisèrent et pendant un instant, Claire crut voir une décision se former dans les yeux de Théo. Mais avant qu'il ne puisse répondre, la porte s'ouvrit brutalement. Docteur Marchand entra, visiblement furieux. « Docteur Dumas, il faut que nous parlions. Immédiatement. » Docteur Marchand referma la porte derrière lui avec une lenteur calculée. Son visage affichait ce sourire glacial que Claire avait appris à redouter, celui qui annonçait les mauvais coups. « Docteur Dumas, j'espère que vous n'êtes pas en train de vous laisser influencer par certaines méthodes peu orthodoxes. » Théo se raidit, retrouvant instantanément son masque professionnel. « De quoi parlez-vous, Philippe? De ce petit spectacle dans la salle d'opération. Parler à une patiente sous anesthésie générale. Vraiment, nous ne sommes pas dans un hôpital de campagne. » Claire sentit la colère monter, mais elle se força à garder le silence, observant Théo pour voir comment il allait réagir. « Le résultat est là, » répondit Théo d'une voix neutre. « Madame Rosenberg est sauvée. Le résultat serait le même avec les protocoles normaux. Cette mascarade émotionnelle n'a fait qu'embarrasser notre équipe devant les internes. » Docteur. Marchand fit quelques pas dans la pièce, ses chaussures claquant sur le carrelage. « Mais ce n'est pas le plus grave, Théo. J'ai reçu des plaintes concernant le comportement de mademoiselle Morel, des plaintes officielles. » Claire sursauta. « Quelles plaintes? Vous ne parlez que si on vous y autorise ?» claqua docteur Marchand avant de se retourner vers Théo. Plusieurs infirmières ont rapporté son attitude insubordonnée, ses méthodes discutables, son refus de s'adapter aux standards de notre établissement. « C'est faux !» protesta Claire. « J'ai dit silence. » Docteur Marchand ouvrit un dossier qu'il avait apporté. « Tenez, Théo, rapport de Sylvie Moreau. Mademoiselle Morel refuse obstinément de modifier son approche avec les patients, maintient une familiarité excessive et remet en question l'autorité médicale. » Il tourna une page. Rapport du docteur Lemoine. L'infirmière Morel a critiqué publiquement mes prescriptions devant une patiente, créant un climat de défiance préjudiciable au traitement. Claire était abasourdie. Ces accusations étaient soit déformées, soit carrément inventées. « Philippe, intervint Théo, ces rapports me semblent disproportionnés. » Docteur Marchand eut un sourire mauvais. « J'ai gardé le meilleur pour la fin. » Plainte de Madame Beaumont concernant les propos diffamatoires tenus par Mademoiselle Morel
à l'encontre de l'institution et de ses praticiens. Il referma le dossier d'un claquement sec. En résumé, Théo, cette personne représente un élément perturbateur qui nuit à l'image et au fonctionnement de notre clinique. Je pense qu'il est temps de corriger cette erreur de recrutement. Le silence qui suivit était lourd de menaces. Claire regardait Théo, cherchant dans ses yeux un signe, un indice sur sa position, mais le visage de celui-ci restait impénétrable. « Vous suggérez quoi exactement ?» demanda finalement Théo. « Un licenciement pour faute grave, immédiat. Nous invoquerons l'incompatibilité avec les valeurs de l'établissement, propre, net, sans bavure. Et légal ?» Docteur Marchand haussa les épaules. « Avec tous ces témoignages, aucun tribunal ne nous donnerait tort. Et puis, qui va défendre une infirmière de banlieue contre la clinique Saint-Honoré ?» Claire sentit le sol se dérober sous ses pieds. Tout s'effondrait. Son travail, ses espoirs de changer les choses, sa foi en la justice. Mais plus que tout, elle était blessée par le silence de Théo. « Théo » murmura-t-elle. Il leva enfin les yeux vers elle, et elle y lut quelque chose qui ressemblait à de la souffrance. Mais il ne dit rien. « Parfait !» s'exclama Docteur Marchand, interprétant ce silence comme un acquiescement. « Je vais préparer les papiers. Mademoiselle Morel, vous pouvez débarrasser votre casier. Votre collaboration avec notre établissement prend fin aujourd'hui. » Il se dirigea vers la porte, visiblement satisfait de son coup. Mais avant de sortir, il se retourna vers Théo. « Ah, j'oubliais. Le conseil d'administration se réunit demain pour examiner les résultats financiers du trimestre. Votre grand-père sera présent. Je suis sûr qu'il appréciera d'apprendre comment nous gérons les problèmes de personnel. » La menace était claire. Docteur Marchand sortit, laissant Claire et Théo seuls dans un silence pesant. « Alors c'est comme ça ?» demanda Claire d'une voix qu'elle s'efforçait de garder ferme. « Vous allez les laisser faire ?» Théo était debout face à la fenêtre, les épaules affaissées. « Claire, vous ne comprenez pas. Si je m'oppose à cela, c'est moi qui risque de tout perdre. Mon poste, ma carrière, l'héritage familial. » Et alors? Il se retourna et Claire fut frappée par la détresse qu'elle lut dans ses yeux. « Comment et alors? Cette clinique, c'est toute ma vie. Mon grand-père l'a fondée, mon père l'a développée, j'en suis l'héritier naturel. Je ne peux pas tout sacrifier pour... Non, pour la vérité, pour la justice, pour honorer ce que vous prétendez être, pour une histoire qui nous dépasse tous les deux. » La colère de Théo explosa soudain, révélant la pression énorme qu'il subissait. « Vous croyez que c'est facile pour moi? Vous croyez que j'ai envie de voir ces vautours vous déchiqueter, mais je suis pris au piège, Claire. Si je vous défends, ils trouveront un moyen de me déstabiliser aussi. » Claire le regarda longuement, et quelque chose mourut dans ses yeux. « Vous savez quoi, Théo? Le petit garçon que j'ai connu n'aurait jamais abandonné quelqu'un qui avait besoin d'aide. Lui, il aurait trouvé une solution. Il aurait été courageux. « Ce petit garçon n'existe plus !» cria Théo. « Il a grandi, il a compris comment fonctionne le monde. On ne peut pas toujours être un héros. Non, effectivement. Parfois, on choisit d'être lâche. » Le mot claqua comme une gifle. Théo recula comme s'il avait été frappé. « Claire, non, Théo, n'ajoutez rien. Vous avez fait votre choix. Moi, je ferai le mien. » Elle se dirigea vers la porte, la tête haute, malgré la douleur qui lui étreignait la poitrine. « Où allez-vous ? » ?»« Ramasser mes affaires. Et puis rentrer chez moi, dans ma banlieue, auprès des gens simples qui ne m'ont jamais déçu. Claire, attendez !» Mais elle était déjà sortie. Dans le couloir, elle croisa plusieurs collègues qui détournèrent le regard, visiblement au courant de ce qui se tramait. Seuls quelques patients, ceux qu'elle avait soignés avec attention, lui adressèrent des sourires chaleureux. Madame de Montclair l'arrêta au passage. « Ma petite Claire, on me dit que vous nous quittez ?»« Oui, madame. Il semblerait que je ne convienne pas à cet établissement. » La vieille dame fronça les sourcils. « Sottise. Vous êtes la meilleure infirmière que j'ai jamais eue. Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» Claire hésita, puis décida de dire la vérité. « On m'accuse de ne pas avoir les bonnes manières, madame, d'être trop populaire pour une clientèle raffinée. » Madame de Montclair se redressa dans son lit, ses yeux brillants de colère. « Populaire ? Mais enfin, c'est exactement ce dont nous avons besoin ici. De vrais soignants au lieu de ces robots en blouse blanche. » Elle saisit la main de Claire.
Ma petite fille, ne vous laissez pas abattre. Les gens comme vous sont rares et précieux. Ce monde a besoin de votre lumière, même s'il ne s'en rend pas toujours compte. » Ces paroles touchèrent Claire plus profondément qu'elle ne l'aurait cru. En sortant de la chambre, elle croisa le regard de M. Leblanc qui lui fit un clin d'œil complice. Au vestiaire, en vidant son casier, Claire réfléchissait à la suite. Elle n'avait pas peur de l'avenir, elle avait déjà survécu à pire. Mais elle était profondément déçue par Théo, par sa lâcheté, par son choix de préserver ses privilèges plutôt que de défendre la justice. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que dans son bureau, Théo était en train de prendre la décision la plus importante de sa vie. Une décision qui allait changer le cours des événements d'une façon qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. 3 jours s'étaient écoulés depuis le licenciement de Claire. Dans le petit appartement de la plaine Saint-Denis, l'atmosphère était lourde de silence et de désillusion. Claire passait ses journées sur le canapé usé du salon, fixant les murs comme si elle cherchait des réponses dans les fissures du plâtre. Simone s'affairait autour d'elle avec cette inquiétude maternelle qui ne se cache jamais vraiment. Elle préparait des tisanes que Claire ne buvait pas, cuisinait des plats que sa fille touchait à peine, tentait des conversations qui se heurtaient au mutisme obstiné de Claire. « Ma chérie, tu ne peux pas rester comme ça indéfiniment, » dit finalement Simone en s'asseyant à côté de sa fille. Claire tourna vers elle des yeux rougis par l'insomnie et la déception. « Maman, j'ai l'impression d'avoir tout perdu. Mon travail, mes illusions, ma foi en quoi? En l'humanité peut-être, en la possibilité de changer les choses, en la capacité des gens à grandir, à devenir meilleurs. » Simone prit la main de sa fille dans les siennes, ses mains marquées par le travail qui avait tant donné pour permettre à Claire d'arriver là où elle était. « Tu sais, ma chérie, quand j'étais jeune, je travaillais pour une famille bourgeoise du 16e. La dame de la maison me traitait comme un meuble, ne me regardait jamais, parlait de moi à la 3e personne, même quand j'étais présente. » Claire écoutait, surprise d'entendre sa mère évoquer cette période qu'elle mentionnait rarement. Un jour, leur petit garçon de 5 ans est tombé gravement malade. Scarlatine. Les médecins n'arrivaient pas à faire baisser la fièvre. Cette femme si hautaine, si froide, s'est écroulée. Elle pleurait, suppliait, était prête à tout pour sauver son enfant. Simone marqua une pause, perdue dans ses souvenirs. « C'est moi qui ai veillé ce petit pendant 3 nuits. Qui est chanté pour l'apaiser? Qui est tenu sa main quand il avait peur? Et quand il s'est rétabli, cette femme m'a regardé pour la première fois. Vraiment regardé. Elle m'a dit « Simone, vous avez sauvé ce qui compte le plus au monde pour moi. » Et alors, elle n'a jamais plus été la même avec moi. Oh, elle restait bourgeoise, distante parfois. Mais elle avait compris quelque chose d'essentiel, que la vraie valeur d'une personne ne se mesure ni à son nom, ni à son compte en banque, mais à sa capacité d'aimer et de donner. Claire serra la main de sa mère, touchée par cette confidence. « Ce que je veux dire, ma chérie, c'est que parfois, il faut du temps aux gens pour comprendre. Ton médecin, Théo, oui. Peut-être qu'il a besoin de temps pour trouver le courage de devenir qui il devrait être. Ou peut-être qu'il ne le trouvera jamais, maman. Peut-être que certaines personnes sont trop prisonnières de leur monde pour s'en échapper. » Un coup de sonnette interrompit leur conversation. Simone alla ouvrir et Claire entendit une voix masculine, polie mais déterminée. « Bonjour madame, je cherche mademoiselle Claire Morel. »« Qui la demande ?»« Maître Dubois, avocat. J'ai des documents importants à lui remettre. » Claire fronça les sourcils. « Un avocat? Pour quoi faire ?» Elle rejoignit sa mère à la porte. L'homme qui se tenait sur le palier avait une 50aine d'années, distingué sans être prétentieux. Il portait un costume sombre et une serviette en cuir qui témoignait d'une certaine aisance professionnelle. « Mademoiselle Morel, je suis maître Dubois. Puis-je entrer? J'ai à vous parler d'une affaire qui vous concerne directement. » Intriguée, Claire l'invita à s'asseoir dans le petit salon. L'avocat posa sa serviette sur la table basse et en sortit plusieurs documents. « Mademoiselle, je représente les intérêts de Madame Elisabeth de Montclair. » Claire sursauta. « Sa patiente de la clinique. Madame de Montclair? Mais comment? Pourquoi? Cette dame m'a contacté concernant les circonstances de votre licenciement de la clinique Saint-Honoré. Elle souhaite porter plainte contre l'établissement pour licenciement abusif et discrimination. »
Discrimination. Maître Dubois ajusta ses lunettes. Discrimination sociale, mademoiselle. Madame de Montclair m'a rapporté plusieurs témoignages de patients concernant les remarques déplacées du docteur Marchand sur vos origines, votre accent, votre classe sociale. Ces éléments constituent un motif de discrimination parfaitement recevable devant les tribunaux. Claire était abasourdie. Elle n'avait jamais imaginé que ses patients puissent prendre sa défense de cette façon. Mais Madame de Montclair fait partie de ce monde, de cette élite. Pourquoi ferait-elle cela? L'avocat sourit. Parce que, selon ses propres termes, l'élégance véritable consiste à reconnaître la valeur partout où elle se trouve, et à la défendre contre la médiocrité arrogante. Il sortit d'autres documents. Ce n'est pas tout. Madame de Montclair a utilisé ses relations pour mener une petite enquête sur le docteur Marchand. Il semblerait que ce monsieur ait quelques cadavres dans son placard professionnel. Que voulez-vous dire? Négligence médicale camouflée, facturation frauduleuse, harcèlement de personnel. Rien de prouvé officiellement, mais suffisamment d'éléments troublants pour intéresser l'ordre des médecins et l'inspection générale des affaires sociales. Claire n'en revenait pas. Cette vieille dame distinguée qu'elle avait soignée avec attention était en train de mener une véritable guerre pour la défendre. « Maître, je ne sais pas quoi dire. Dites-moi que vous acceptez que nous entamions ces procédures. Madame de Montclair prend tous les frais à sa charge. Elle considère que c'est un investissement pour l'avenir de la médecine française. » Avant que Claire puisse répondre, la sonnette retentit à nouveau. Cette fois, Simone revint avec une expression de surprise totale. « Claire, il y a le docteur Dumas qui voudrait te voir. » Le cœur de Claire bondit dans sa poitrine, mélange d'espoir et d'appréhension. Théo apparut dans l'embrasure de la porte, visiblement mal à l'aise dans ce décor si différent de son monde habituel. Il portait un jean et une chemise simple, abandonnant pour une fois ses costumes de luxe. « Claire !» il s'interrompit en voyant l'avocat. « Je tombe mal ?»« Non, au contraire, » intervint Maître Dubois. « Docteur Dumas, je présume, votre témoignage pourrait être précieux dans l'affaire que nous préparons contre la clinique. » Théo pâlit légèrement. « Une affaire? Licenciement abusif et discrimination sociale. Plusieurs patients sont prêts à témoigner en faveur de mademoiselle Morel. » Claire observait Théo, cherchant à décrypter ses réactions. Il semblait tiraillé entre plusieurs émotions. Surprise, inquiétude, et quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité. « Théo, dit-elle finalement, qu'est-ce que tu fais ici ?» Il la regarda intensément et elle vit dans ses yeux une détermination qu'elle ne lui connaissait pas. « Je suis venu te dire que j'avais fait le plus gros erreur de ma vie et te demander s'il était trop tard pour la réparer. » Le silence qui suivit était chargé d'émotion. Simone et Maître Dubois échangèrent un regard complice, comprenant qu'ils assistaient à un moment crucial. « Qu'est-ce que tu veux dire exactement ?» demanda Claire, n'osant espérer. Théo prit une profonde inspiration. « Je veux dire que le petit garçon dont tu m'as parlé, il n'est pas mort. Il s'est juste caché très longtemps. Mais maintenant, il a décidé de revenir. Et il a des choses importantes à faire. » Dans les yeux de Claire, une lueur d'espoir commença à renaître. Peut-être que tout n'était pas perdu après tout. Peut-être que les gens pouvaient vraiment changer, grandir, devenir meilleurs. Peut-être que cette histoire était loin d'être terminée. Maître Dubois, sentant l'importance du moment qui se jouait entre Claire et Théo, rassembla discrètement ses documents. « Mademoiselle Morel, je vais vous laisser réfléchir à notre proposition. Voici ma carte. Quand vous serez prête, appelez-moi. Nous avons une excellente chance de gagner cette bataille, surtout si... » Il regarda significativement Théo. « Si certains témoignages venaient corroborer nos accusations. » Après le départ de l'avocat, un silence pesant s'installa. Simone, avec la délicatesse qui la caractérisait, s'éclipsa dans la cuisine pour laisser les deux jeunes gens seuls. Théo regardait autour de lui ce petit salon aux meubles modestes, mais soigneusement entretenu. Les photos de Claire à différents âges ornaient une étagère, témoignant d'une vie construite avec amour malgré les difficultés financières. « C'est différent de ton monde, n'est-ce pas ?» dit Claire, suivant son regard. « Oui, mais pas comme je l'imaginais. » « Comment tu l'imaginais ?» Théo s'assit en face d'elle, cherchant ses mots. « Avec condescendance, j'imagine.
avec cette supériorité de classe qu'on m'a enseignée depuis l'enfance. Mais ici, je ressens quelque chose que je n'ai jamais éprouvé dans les salons dorés de ma famille. Quoi donc? La chaleur, l'authenticité, cette impression que les gens sont vrais. Claire étudiait son visage, cherchant à déceler si cette sincérité était réelle ou calculée. « Théo, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ?» Il passa une main dans ses cheveux, geste qu'elle avait appris à reconnaître comme un signe d'émotion chez lui. « Après ton départ, j'ai eu une conversation avec Madame de Montclair. Elle m'a dit des choses difficiles à entendre. » Quel genre de choses? Elle m'a demandé si j'étais fier de l'homme que j'étais devenu. Si mon grand-père, qui avait fondé cette clinique pour soigner les gens, serait fier de voir ce qu'elle était devenue sous la direction de Marchand. Théo se leva et se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur la cour de l'immeuble. Les enfants jouaient en bas, leur rire montant jusqu'à eux. Puis elle m'a raconté une histoire. Pendant la guerre, mon grand-père avait soigné des résistants, des juifs cachés, des gens de tout milieu sans jamais demander s'ils pouvaient payer. Il disait que la médecine était un sacerdoce, pas un commerce. Il se retourna vers Claire. Et moi, son petit-fils, j'ai laissé Marchand transformer son héritage en machine à fric pour privilégier. J'ai trahi tout ce qu'il représentait. Claire sentit son cœur se serrer devant cette détresse sincère. Ce n'est pas trop tard, Théo. Tu peux encore changer les choses. Comment? Marchand a des alliés au conseil d'administration. Mon propre père le soutient. Si je m'oppose à eux, ils me feront partir. Et alors? Théo la regarda, surpris par cette question directe. Comment? Et alors? Claire, cette clinique, c'est toute ma vie. Non, Théo, cette clinique, c'est la prison que tu t'es construite. Ta vie, c'est ce que tu pourrais faire avec tes compétences, si tu étais libre de tes choix. Elle se leva à son tour et vint se placer face à lui. Tu m'as dit que le petit garçon n'était pas mort. Prouve-le. Témoigne devant l'avocat. Dis la vérité sur ce qui se passe dans cette clinique. Tu te rends compte de ce que tu me demandes? Trahir ma famille, mon milieu, tout mon passé? Je te demande de te trahir toi-même, si tu ne le fais pas. Cette phrase le frappa comme une révélation. Il la regarda longuement, puis alla s'asseoir sur le canapé, tête entre les mains. J'ai peur, Claire. De quoi? De découvrir qui je suis vraiment sous tous ces masques, de me retrouver seul, sans famille, sans patrimoine, sans rien de ce qui m'a défini jusqu'ici. Claire s'assit à côté de lui, touchée par cette vulnérabilité. Tu ne seras pas seul. Et puis, tu sais quoi? Être seul avec ses valeurs, c'est mieux qu'être entouré en les trahissant. Théo releva la tête, la regardant avec une intensité nouvelle. Comment fais-tu? Comment fais-tu pour être si forte, si sûre de tes convictions? Parce que je n'ai jamais eu le choix. Quand on vient d'où je viens, on apprend très tôt que tout ce qu'on obtient, on le doit à soi-même. Nos valeurs, c'est tout ce qu'on a vraiment. Et si je témoigne, et qu'est-ce qui se passera après? Après, on se battra ensemble pour que la justice soit rendue, et peut-être qu'on pourra créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui ressemble au rêve qu'on avait quand on était enfant. Théo la regarda intensément. Tu me ferais confiance? Après tout ce qui s'est passé? Après ma lâcheté? Le courage, Théo, ce n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré la peur. Tu es là, maintenant. Tu me poses ces questions. C'est déjà du courage. Un long silence s'installa. Claire pouvait presque entendre les rouages de la réflexion tourner dans l'esprit de Théo. Puis, soudain, il sortit son téléphone. « Qu'est-ce que tu fais? J'appelle Maître Dubois. S'il veut un témoignage, il va l'avoir. » Claire sentit son cœur bondir d'espoir. « Tu es sûr? » ?»« Non, mais pour la première fois depuis des années, je vais faire ce qui me semble juste, pas ce qui me semble prudent. » Il composa le numéro sur la carte de l'avocat. « Maître Dubois, ici Théo Dumas, nous nous sommes croisés tout à l'heure chez Mademoiselle Morel. »« Oui, c'est exact. Je souhaiterais vous rencontrer. J'ai des choses importantes à vous dire concernant les pratiques de la clinique Saint-Honoré. » Il écouta la réponse, puis « Demain matin, 9 heures. »« Parfait. Maître, préparez-vous à entendre des révélations qui vont bien au-delà du cas de Mademoiselle Morel. » Il raccrocha et regarda Claire, un mélange de peur et d'exaltation dans les yeux. Voilà, les dés sont jetés. Claire lui prit la main, émue par ce geste de courage.
Merci, Théo. Non, merci à toi. Tu m'as rappelé qui je voulais être. Simone apparut discrètement dans l'embrasure de la porte. « Docteur, vous restez dîner? Rien d'extraordinaire, mais c'est fait avec le cœur. » Théo regarda cette femme simple qui l'accueillait sans jugement, puis Claire qui lui souriait avec une chaleur qu'il n'avait pas vue depuis des jours. « Avec plaisir, madame. Cela fait longtemps que je n'ai pas pris un vrai repas en famille. » Et pour la première fois depuis des années, Théo Dumas se sentit chez lui quelque part. Non pas dans un palace ou une propriété familiale, mais dans ce petit appartement de banlieue, auprès de gens qui l'acceptaient pour ce qu'il était, pas pour ce qu'il représentait. La bataille ne faisait que commencer, mais ils l'affronteraient ensemble. Et cette perspective, loin de l'effrayer, l'emplissait d'une énergie qu'il avait oubliée depuis l'enfance. Le petit garçon était vraiment de retour. Le cabinet de Maître Dubois, situé dans le 9e arrondissement, respirait cette élégance discrète propre aux professionnels du droit parisien. Théo était arrivé le premier, ses mains légèrement tremblantes, trahissant sa nervosité. Claire le rejoignit quelques minutes plus tard, accompagnée de sa mère qui avait insisté pour venir en soutien. « Docteur Dumas, » commença Maître Dubois en s'installant derrière son bureau, « j'avoue que votre appel m'a surpris. Vous rendez-vous compte de la portée de ce que vous vous apprêtez à faire ?» Théo acquiesça gravement. « Parfaitement. Et c'est exactement pour cette raison que je dois le faire. » L'avocat alluma son dictaphone et sortit un carnet. « Très bien, je vous écoute. » Théo prit une profonde inspiration et commença son témoignage. D'une voix d'abord hésitante, puis de plus en plus assurée, il détailla les pratiques douteuses qu'il avait observées à la clinique. Les facturations excessives pour des actes mineurs, les discriminations subtiles envers certains patients, les pressions exercées sur le personnel pour maintenir une façade de perfection au détriment de l'authenticité des soins. Docteur Marchand a instauré un système où l'apparence prime sur la substance, expliquait-il. Les infirmières sont évaluées sur leur présentation autant que sur leurs compétences. Les patients moins fortunés sont orientés vers des chambres moins prestigieuses, reçoivent moins d'attention du corps médical. Claire écoutait, découvrant l'ampleur d'un système qu'elle n'avait fait qu'entrevoir. « Et concernant le licenciement de mademoiselle Morel spécifiquement ?» demanda l'avocat. C'était de la persécution pure et simple. Marchand n'a jamais supporté qu'une infirmière de banlieue, ses propres termes, puisse exceller dans son service. Il a monté un dossier de toutes pièces, manipulant certains témoignages, inventant des fautes inexistantes. Théo marqua une pause, regardant Claire. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que mademoiselle Morel réveillerait chez certains d'entre nous la conscience de ce que nous avions perdu en route. Le témoignage dura près de 2 heures. Quand Théo eut terminé, Maître Dubois éteignit l'enregistreur avec un sourire satisfait. « Docteur, ce que vous venez de nous livrer dépasse largement le cadre d'un simple licenciement abusif. Nous tenons là de quoi interpeller l'Ordre des médecins, l'Inspection générale des affaires sociales et peut-être même la justice pénale pour certains aspects financiers. » Théo hocha la tête, conscient d'avoir franchi un point de non-retour. « Quelles sont les prochaines étapes ?» demanda Claire. « Nous allons d'abord déposer votre plainte pour licenciement abusif et discrimination. En parallèle, nous transmettrons ces éléments aux autorités compétentes pour qu'elles ouvrent leurs propres enquêtes. » L'avocat se tourna vers Théo. « Docteur, il faut que vous sachiez que votre témoignage va déclencher une tempête. Docteur Marchand et ses alliés ne resteront pas les bras croisés. Ils vont tout faire pour vous discréditer, vous isoler, peut-être même remettre en cause votre position à la clinique. Je sais, mais j'aurais dû faire cela il y a longtemps. » En sortant du cabinet, Théo semblait à la fois épuisé et libéré. Sur le trottoir, Claire lui prit le bras. « Comment te sens-tu » Comme si je respirais vraiment pour la première fois depuis des années. Simone, qui avait assisté à toute la scène en silence, s'approcha de Théo. « Docteur, dit-elle simplement, vous avez fait honneur à votre grand-père. » Ces mots simples touchèrent Théo plus profondément que tous les compliments sophistiqués qu'il avait pu recevoir dans sa vie. Il ne savait pas que, à ce moment précis, Docteur Marchand recevait un appel qui allait précipiter les événements. « Philippe, ici Jean-Baptiste Dumas, le père de Théo. »
Docteur Marchand se redressa dans son fauteuil. « Monsieur le député, quel honneur !»« Marchand, j'ai des informations troublantes concernant mon fils. Il semblerait qu'il ait pris contact avec des avocats concernant des affaires internes de la clinique. » Docteur Marchand blêmit. Ces contacts dans le milieu judiciaire parisien étaient efficaces. « Monsieur le député, vous quoi, Marchand ? Vous avez perdu le contrôle de la situation. Mon fils est en train de compromettre l'honneur de notre famille. Que suggérez-vous » Un silence glacial au bout du fil, puis « Réglez ce problème, immédiatement, et trouvez un moyen de neutraliser cette infirmière qui empoisonne l'esprit de mon fils. Monsieur le député, nous parlons de votre fils. Mon fils est en train de devenir un traître à sa classe sociale. S'il faut choisir entre lui et la préservation de notre patrimoine, le choix est fait. » Docteur Marchand raccrocha, les mains moites. Il connaissait Jean-Baptiste Dumas depuis des années, mais cette froideur le surprenait encore. Sacrifier son propre fils pour préserver les intérêts familiaux. Il décrocha immédiatement son téléphone et composa un autre numéro. « Dubois, ici Philippe Marchand. Oui, de la clinique Saint-Honoré. J'ai des informations importantes concernant Claire Morel et certaines irrégularités dans son passé professionnel. » Pendant ce temps, Claire et Théo déjeunaient dans un petit bistrot près du cabinet d'avocat. Pour la première fois depuis des semaines, l'atmosphère était détendue entre eux. « Tu sais, dit Claire, je n'aurais jamais imaginé que les choses prendraient cette tournure. Moi non plus. Mais je me sens libre, comme si j'avais enfin le droit d'être moi-même. » « Et qui es-tu vraiment, Théo, sous tous ces masques sociaux ?» Il réfléchit un moment, tournant sa cuillère dans son café. Un homme qui a toujours voulu aider, mais qui a oublié comment faire. Un médecin qui a perdu de vue l'essentiel. Un fils qui a essayé de plaire aux mauvais parents. Le mauvais parent ? Mon grand-père. C'est lui que j'aurais dû honorer, pas mon père. Lui qui avait créé cette clinique pour soigner, pas pour s'enrichir. Claire sourit. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Théo allait répondre quand son téléphone sonna. L'expression de son visage changea radicalement en voyant le nom qui s'affichait. « Mon père » murmura-t-il à Claire. Il décrocha. « Papa ?» La voix qui lui répondit était glaciale, chargée d'une colère contenue. « Théo, où es-tu ?»« En ville. Pourquoi ?»« Parce que nous devons avoir une conversation. Immédiatement. À la maison familiale. »« Papa, Ce n'est pas une invitation, Théo. C'est un ordre. Tu as 1 heure pour être là. » La communication se coupa. Théo regarda Claire, l'angoisse se lisant sur son visage. « Ils savent, dit-il simplement. »« Comment ? Mon père a des relations partout. Il a dû apprendre pour l'avocat. » Claire posa sa main sur la sienne. « Qu'est-ce que tu vas faire ? Y aller. Affronter ce que j'ai fui toute ma vie. Tu veux que je vienne avec toi ?» Théo serra sa main plus fort. « Non. Cette bataille-là, je dois la mener seule. Mais promets-moi une chose. »« Quoi ? Quoi qu'il arrive, ne renonce pas. Continue le combat. Pour toi, pour tous les patients qui méritent mieux. Pour l'idée que nous nous faisons de la médecine. » Claire sentit son cœur se serrer. Dans la voix de Théo, elle perçut quelque chose qui ressemblait à des adieux. « Théo, je t'appellerai ce soir. Promis. » Il se leva, déposa un baiser sur son front et sortit du bistrot. Claire le regarda s'éloigner, une boule d'angoisse dans l'estomac. Elle ne savait pas encore qu'à cet instant, Docteur Marchand mettait la dernière main à un plan qui allait tout changer. L'hôtel particulier des Dumas, situé avenue Foch dans le 16e arrondissement, incarnait parfaitement la puissance et l'élégance de la bourgeoisie parisienne. Théo franchit la grille en fer forgé avec l'impression de remonter le temps, retrouvant cette atmosphère oppressante de son enfance, où chaque geste, chaque parole était scruté, jugé, corrigé. Le majordome, Monsieur Henri, l'accueillit avec la déférence distante qui caractérisait le personnel de maison depuis des générations. « Bonsoir, Monsieur Théo. Monsieur le député vous attend dans son bureau. » Théo traversa le grand salon aux meubles Louis XVI, passa devant les portraits d'ancêtres qui semblaient le juger du regard et frappa à la porte du sanctuaire paternel. « Entrez !» Jean-Baptiste Dumas était un homme de 60 ans aux tempes argentées, élégant et imposant.
Député de Paris depuis 15 ans, il dégageait cette autorité naturelle propre à ceux qui n'ont jamais douté de leur légitimité à diriger les autres. Il ne leva pas les yeux de son bureau quand son fils entra. « Assieds-toi » Théo prit place dans l'un des fauteuils en cuir face au bureau, se remémorant les innombrables fois où il avait occupé cette même position d'accusé. « Alors » commença Jean-Baptiste sans préambule. Il paraît que tu collabores avec des avocats pour salir l'institution que ton grand-père a créée. Papa, ce n'est pas... Silence! La voix claqua comme un fouet. Tu as perdu le droit de m'expliquer quoi que ce soit quand tu as décidé de trahir ta famille. Jean-Baptiste se leva et contourna son bureau pour se planter devant son fils. Sais-tu ce que représente cette clinique? Sais-tu combien de générations ont travaillé pour construire ce patrimoine? Et toi, à cause d'une infirmière de banlieue, tu es prêt à tout détruire? Cette infirmière a un nom, explosa Théo en se levant à son tour. Elle s'appelle Claire Morel, et elle vaut mieux que tous les prétentieux qui fréquentent cette clinique. Ah! Jean-Baptiste eut un sourire mauvais. Nous y voilà. Il ne s'agit pas de justice sociale ou de nobles idéaux, n'est-ce pas? Tu es simplement tombé sous le charme d'une petite arriviste qui a su jouer de tes sentiments. Tu ne sais rien de Claire. Je sais qu'elle t'a manipulé. Réveille-toi, Théo. Cette femme a calculé son coup dès son arrivée. Se faire remarquer, jouer les victimes, t'attendrir avec son histoire de pauvre fille courageuse, et toi, naïf comme tu es tombé dans le panneau. Théo serrait les poings, luttant contre l'envie de frapper ce père qu'il reconnaissait à peine. Claire n'a jamais rien demandé, c'est moi qui ai choisi de témoigner, parce qu'elle t'y a poussé. Manipulé. Tu ne vois donc pas son jeu? Jean-Baptiste retourna s'asseoir, reprenant cette fausse sérénité qui masquait sa colère. Mais peu importe, le mal est fait, cependant il n'est pas irréparable. Que veux-tu dire? Je veux dire que tu vas reprendre tes esprits. Tu vas retourner voir cet avocat et retirer ton témoignage. Tu vas présenter des excuses publiques à Dr Marchand et au conseil d'administration. Et tu vas reprendre ta place dans cette famille. Et si je refuse? Le sourire qui étira les lèvres de Jean-Baptiste fit frissonner Théo. Si tu refuses, tu perds tout. Ton poste de chef de service, ta place au conseil d'administration, ton héritage, ton nom. Tu seras radié de cette famille comme un cancer qu'on extirpe. Papa, ce n'est pas tout. Jean-Baptiste sortit un dossier de son tiroir. Docteur Marchand a mené sa propre enquête sur ta chère Claire Morel. Il semblerait que cette sainte nitouche ait quelques cadavres dans son placard professionnel. Théo sentit son sang se glacer. Quoi? Détournement de médicaments dans son ancien hôpital. Négligence ayant entraîné la mort d'un patient. Falsification de dossiers médicaux. C'est impossible. Tout est là, noir sur blanc. Témoignages, preuves, documents. De quoi l'envoyer en prison pour plusieurs années. Jean-Baptiste referma le dossier avec un claquement sec. Bien sûr, ces accusations pourraient disparaître si certaines conditions étaient remplies. Théo comprenait parfaitement le chantage. Il connaissait assez son père pour savoir qu'il était capable de tout pour préserver les intérêts familiaux. Ces accusations sont fabriquées de toutes pièces. Peut-être, mais qui le croira? Une infirmière de banlieue contre la parole de médecins respectés? Un silence lourd s'installa. Théo regardait cet homme qui lui avait donné la vie et qui était prêt à détruire la sienne pour préserver son patrimoine. « Tu sais quoi, papa? J'ai pitié de toi. » Jean-Baptiste sursauta, visiblement surpris par cette réaction inattendue. « Comment? J'ai pitié d'un homme qui est prêt à salir une innocente pour préserver sa fortune. J'ai pitié d'un père qui choisit l'argent contre son fils. J'ai pitié de quelqu'un qui a oublié ce que signifie l'honneur. » Théo se leva, plus déterminé que jamais. « Grand-père aurait honte de ce que tu es devenu. Lui qui soignait gratuitement les pauvres pendant la guerre, lui qui disait que la médecine était un sacerdoce. Ton grand-père était un idéaliste, » explosa Jean-Baptiste. « Moi, j'ai fait fructifier son héritage. J'ai transformé sa petite clinique de quartier en institution de renommée internationale. Tu l'as transformée en machine à fric. » Théo se dirigea vers la porte, mais la voix de son père l'arrêta. « Si tu sors d'ici, tu n'es plus mon fils. Tu entends? Plus jamais.
Théo se retourna une dernière fois vers cet homme qui avait façonné sa jeunesse. « Papa, je n'ai jamais été ton fils. J'ai été ton projet, ton investissement, ton prolongement social. Mais ton fils? Non, un fils. On l'aime pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il rapporte. » Il ouvrit la porte. « Au fait, papa, ces fausses accusations contre Claire, tu peux les garder. Parce que demain, toute la presse saura ce qui se passe vraiment dans cette clinique. Et toutes tes relations politiques ne pourront rien contre la vérité. » Jean-Baptiste était livide. « Théo, si tu fais cela, je te détruis, toi et ta petite amie. » « Essaie. Tu découvriras peut-être que l'amour et la justice sont plus forts que l'argent et les relations. » Théo sortit, claquant la porte derrière lui. Dans le grand salon, Monsieur Henri fit semblant de ne pas avoir entendu l'éclat de voix qui venait du bureau. « Bonsoir, Monsieur Théo. »« Adieu, Henri. Prenez soin de vous. » En sortant de l'hôtel particulier, Théo respira profondément l'air frais de cette soirée parisienne. Il venait de perdre sa famille, son héritage, peut-être sa carrière, mais pour la première fois de sa vie, il se sentait complètement libre. Il sortit son téléphone et composa le numéro de Claire. « Claire? C'est moi. Non, tout va bien, mieux que bien. Je sais enfin qui je suis vraiment. » À l'autre bout du fil, Claire sourit en entendant cette voix qu'elle n'avait jamais entendue, aussi apaisée. « Et qui es-tu, Théo Dumas? » Un homme libre, un médecin qui a retrouvé sa vocation, et accessoirement, quelqu'un qui tombe amoureux d'une infirmière exceptionnelle. Le cœur de Claire bondit dans sa poitrine. « Théo, Claire, j'ai quelque chose d'important à te dire, mais pas au téléphone. Peux-tu me rejoindre demain matin? J'ai une idée qui pourrait changer nos vies. » « Où? À la clinique. Il est temps de finir ce que nous avons commencé. » Dans son bureau de l'avenue Foch, Jean-Baptiste Dumas regardait par la fenêtre la silhouette de son fils disparaître dans la nuit. Puis, il décrocha son téléphone. « Marchand, c'est fait. Il a choisi son camp. Mettez le plan B en application. Immédiatement. » La bataille finale allait commencer. Et cette fois, tous les masques étaient tombés. Le lendemain matin, Claire arriva devant la clinique Saint-Honoré avec un mélange d'appréhension et de curiosité. Que pouvait bien avoir en tête Théo? Elle l'aperçut qui l'attendait sur les marches, vêtu de son costume habituel, mais avec quelque chose de différent dans son attitude, une sérénité qu'elle ne lui connaissait pas. « Bonjour Claire, merci d'être venue. »« Théo, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas censé être ici après ce qui s'est passé hier soir avec ton père. » Il sourit, ce sourire authentique qu'elle avait rarement vu chez lui. « Justement, j'ai quelque chose d'important à faire, et j'aimerais que tu sois témoin. » Ils entrèrent ensemble dans le hall de la clinique. Les regards du personnel se braquèrent immédiatement sur eux. Claire, officiellement licenciée, et Théo, dont les problèmes familiaux avaient déjà fait le tour des couloirs grâce aux indiscrétions savamment orchestrées. « Mademoiselle Morel !» La voix stridente de Sylvie Moreau résonna dans le hall. « Que faites-vous ici? Vous n'avez plus rien à faire dans cet établissement. »« Elle est avec moi, » répondit calmement Théo. « Docteur. » Marchand apparut à son tour, visiblement nerveux, mais tentant de garder une façade d'autorité. « Théo, j'espère que vous avez repris vos esprits. Votre père m'a informé de votre conversation d'hier soir. » « En effet, Philippe, j'ai eu une révélation. » Théo se dirigea vers le centre du hall, élevant la voix pour s'adresser à toutes les personnes présentes, patients, personnel médical, administratif. « Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention ?» Un murmure parcourut l'assemblée. Docteur Marchand blêmit, comprenant qu'il était en train de perdre le contrôle de la situation. « Théo, qu'est-ce que vous faites ?» chuchota-t-il. « Ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. » Théo monta sur la petite estrade, habituellement réservée aux discours officiels. Sa voix porta clairement dans tout le hall. « Mon nom est Théo Dumas. J'étais le chef de service de cardiologie de cet établissement. Je dis « j'étais » parce qu'aujourd'hui, je démissionne de mes fonctions. » Un silence stupéfait accueillit cette déclaration. Docteur Marchand fit un pas en avant. « Théo, vous ne savez pas ce que vous dites ? » « Au contraire, Philippe, pour la première fois de ma vie, je sais exactement ce que je dis. » Théo poursuivit, sa voix se faisant plus ferme. « Je démissionne parce que cette institution a trahi les valeurs pour lesquelles elle avait été créée. Mon grand-père, le fondateur de cette clinique,
soignait tous les patients avec la même excellence, qu'ils soient riches ou pauvres. Aujourd'hui, nous avons transformé la médecine en commerce de luxe. Des murmures s'élevèrent dans l'assistance. Claire observait, fascinée par cette transformation de l'homme qu'elle avait connu. Il y a quelques jours, une infirmière exceptionnelle a été licenciée de cet établissement, officiellement pour incompatibilité avec les standards de l'institution. En réalité, parce qu'elle nous rappelait ce que nous avions perdu, l'humanité, l'empathie, l'amour vrai du métier de soignant. Il se tourna vers Claire, ses yeux brillants d'émotion. Cette femme, Claire Morel, m'a rappelé pourquoi j'avais voulu devenir médecin. Elle m'a montré que la vraie excellence ne se mesure pas au standing des patients, mais à la qualité des soins prodigués. Elle m'a enseigné que soigner, c'est d'abord reconnaître la dignité de chaque être humain. Docteur Marchand tenta une dernière intervention. Docteur Dumas, vous délirez. Cette femme a été licenciée pour faute professionnelle avérée. Quelle faute, Philippe? La voix de Théo claqua comme un fouet. Avoir consolé une patiente terrifiée, avoir expliqué un traitement en termes simples, avoir refusé de mépriser les moins fortunés. Il se tourna vers l'assistance. Mesdames et messieurs, si ces actions constituent des fautes dans cette institution, alors cette institution est malade, gravement malade. Une voix s'éleva du fond du hall. Madame de Montclair, en robe de chambre, s'appuyait sur les bras de deux infirmières pour se tenir debout. « Bravo, docteur Dumas, enfin quelqu'un qui dit la vérité !» Sa voix, malgré sa faiblesse, porta clairement. « Cette jeune femme, Claire Morel, est la meilleure infirmière que j'ai jamais rencontrée. Elle m'a soigné avec un dévouement que je n'avais pas vu depuis des années. » D'autres voix s'élevèrent. Monsieur Leblanc, qui était descendu de sa chambre en entendant l'agitation, « Mademoiselle Claire, c'est un ange. Elle m'a redonné l'espoir quand les médecins me traitaient comme un numéro. » Docteur Marchand tentait désespérément de reprendre le contrôle. « Mesdames et messieurs, je vous prie de regagner vos chambres. Cette mascarade n'a pas lieu d'être. » Mais Théo n'avait pas terminé. « Philippe, puisque nous en sommes aux vérités, parlons des vôtres. Parlons de vos surfacturations systématiques, de vos discriminations envers les patients moins fortunés, de vos pressions sur le personnel pour maintenir vos standards sociaux. » Docteur Marchand était livide. « Vous n'avez aucune preuve. Détrompez-vous. Tout est documenté, enregistré, prêt à être transmis aux autorités compétentes. » Théo sortit son téléphone. « En fait, cette conversation est en train d'être diffusée en direct sur les réseaux sociaux. Mes aveux comme les vôtres. » Un silence de mort s'abattit sur le hall. Docteur Marchand réalisa qu'il venait de tomber dans un piège parfaitement orchestré. Théo descendit de l'estrade et vint se placer à côté de Claire. « Mesdames et messieurs, je vous présente officiellement mes excuses pour les années où j'ai fermé les yeux sur ces pratiques. Je vous annonce également qu'avec Claire Morel, nous allons créer un nouveau centre de soins. Un centre où l'excellence médicale ne sera pas l'apanage des privilégiés, mais le droit de tous. » Il prit la main de Claire. « Un centre où nous soignerons les corps et les âmes, sans distinction de classe sociale. Un centre qui honorera vraiment la mémoire de mon grand-père. » Claire le regardait, les larmes aux yeux, submergée par l'émotion et l'admiration. « Théo, tu es sûr? Tu renonces à tout? » « Je ne renonce à rien, Claire. Je retrouve tout. Ma vocation, mes valeurs, et... » Il marqua une pause, la regardant intensément. « Et la femme dont je suis tombé amoureux. » L'aveu public résonna dans le silence du hall. Claire sentit son cœur exploser de bonheur. « Moi aussi je t'aime, Théo. » Leur baiser, spontané et sincère, scella cette déclaration sous les applaudissements émus de plusieurs patients et membres du personnel qui avaient compris que quelque chose d'historique venait de se passer. Docteur Marchand, réalisant que la partie était perdue, tenta une dernière manœuvre. « Sécurité, faites évacuer ces perturbateurs !» Mais avant que quiconque puisse intervenir, plusieurs hommes en costume entrèrent dans le hall. À leur tête, Maître Dubois accompagné des officiers de police judiciaire. « Docteur Philippe Marchand, vous êtes en état d'arrestation pour escroquerie, abus de biens sociaux et discrimination. » La chute était spectaculaire. Tandis que Docteur Marchand était emmené menottes au poignet, Théo et Claire sortirent de la clinique, main dans la main. Sur les marches, Théo se tourna vers Claire.
Alors, mademoiselle Morel, prête pour une nouvelle aventure? Avec toi? N'importe où, docteur Dumas. Dans les yeux de Claire, Théo retrouvait cette lumière qu'il avait vue pour la première fois dans une cour d'école de Saint-Denis, 30 ans auparavant. Cette fois, il était bien décidé à ne plus jamais l'éteindre. L'avenir s'ouvrait devant eux, incertain mais empli de promesses. Ils allaient construire ensemble quelque chose de nouveau, quelque chose qui ressemblerait enfin à leur rêve d'enfance. La révolution qu'avait amorcée une simple infirmière de banlieue venait de transformer à jamais l'un des bastions de la médecine parisienne. Et ce n'était que le début. 6 mois plus tard, le centre Cœur Juste ouvrait ses portes dans le quartier de Montreuil, à la frontière entre Paris et la banlieue Est. Le bâtiment, une ancienne école rénovée avec goût, incarnait parfaitement la philosophie de ses fondateurs, moderne sans être ostentatoire, accueillant sans être luxueux, efficace sans être froid. Claire ajustait les derniers détails dans la salle d'attente, tandis que Théo vérifiait une dernière fois l'équipement médical. Dans quelques heures, ils accueilleraient leur premier patient, un mélange délibérément choisi de personnes de tous milieux sociaux, unis par le simple fait d'avoir besoin de soins. « Nerveuse ?» demanda Théo en la rejoignant. « Excitée » rectifia Claire. « Nous y sommes enfin. » Ils contemplèrent ensemble leur œuvre. 6 mois de bataille judiciaire, de recherche de financement, de négociations administratives, mais aussi de construction commune d'un rêve devenu réalité. La chute de Dr. Marchand avait fait grand bruit dans les milieux médicaux parisiens. L'enquête avait révélé des années de malversation, entraînant une refonte complète du conseil d'administration de la clinique Saint-Honoré. Jean-Baptiste Dumas, éclaboussé par le scandale, avait dû démissionner de ses mandats politiques. « Des regrets ?» demanda Claire. « Aucun », répondit Théo sans hésiter. « Pour la première fois de ma vie, je me lève chaque matin avec l'impression de servir à quelque chose. » La porte s'ouvrit sur Simone, élégante dans son tailleur simple, portant un bouquet de fleurs du jardin. « Les fleurs de l'inauguration !» annonça-t-elle joyeusement. Simone était devenue bien plus qu'une belle-mère pour Théo. Elle incarnait cette sagesse populaire qu'il avait appris à respecter et à aimer. En retour, il lui offrait cette sécurité financière qu'elle n'avait jamais connue, non par charité, mais parce qu'elle faisait désormais partie de sa famille choisie. « Madame Simone, vous êtes magnifique !» dit-il en l'embrassant affectueusement. « Flatteur! Et puis, combien de fois dois-je vous dire de m'appeler maman ?» Théo sourit. Ce mot, qu'il n'avait jamais vraiment su prononcer avec sincérité, coulait maintenant naturellement de ses lèvres quand il s'adressait à cette femme qu'il avait acceptée sans condition. D'autres visiteurs arrivèrent progressivement. Madame de Montclair, complètement rétablie, s'appuyait sur sa canne en ivoire avec cette dignité aristocratique qui la caractérisait. Monsieur Leblanc, lui aussi guéri, arborait son plus beau costume du dimanche. « Mes chers enfants, » déclara Madame de Montclair en embrassant Claire et Théo, je suis fier d'avoir contribué à cette belle aventure. En effet, la vieille dame avait été la première donatrice du centre, ouvrant la voie à d'autres mécènes sensibles à leur vision d'une médecine humanisée. Et moi, ajouta M. Leblanc avec émotion, je suis fier de pouvoir dire que je connais les fondateurs du plus beau centre médical de la région. Maître Dubois arriva peu après, accompagné d'un homme élégant aux cheveux blancs. Claire, Théo, permettez-moi de vous présenter le professeur Martineau, ancien ministre de la Santé. Il souhaitait visiter votre établissement. Le professeur, personnalité respectée du monde médical français, examina les locaux avec un œil expert. « Remarquable », commenta-t-il. « Vous avez réussi à allier excellence technique et chaleur humaine. C'est exactement ce dont notre système de santé a besoin. » Il se tourna vers Théo. « Docteur Dumas, votre geste à la clinique Saint-Honoré a fait grand bruit dans nos cercles. Beaucoup y voient un exemple à suivre. »« Non, professeur, j'ai simplement choisi de redevenir médecin au lieu de rester businessman. » Justement, cette distinction est fondamentale. L'inauguration officielle eut lieu en fin d'après-midi. Une petite foule s'était rassemblée. Patients de leur ancien service, collègues soutenant leur démarche, personnalités locales, habitants du quartier curieux de découvrir ce nouveau centre. Théo prit la parole le premier.
Mes chers amis, il y a 6 mois, j'ai compris que j'avais perdu l'essentiel en cours de route. Une femme remarquable m'a rappelé que soigner, c'est d'abord aimer, que la médecine n'est pas un privilège à réserver aux élites, mais un droit fondamental de chaque être humain. Il chercha Claire du regard, lui souriant avec une tendresse infinie. Aujourd'hui, nous ouvrons ce centre avec une ambition simple. Prouver qu'excellence médicale et justice sociale peuvent coexister. Que l'on peut soigner avec la même compétence le PDG du CAC 40 et l'ouvrier de Montreuil. Que la vraie noblesse d'un soignant se mesure à sa capacité de voir l'humain derrière le patient. Des applaudissements chaleureux accueillirent ces paroles. Claire prit le relais. Mes amis, cette aventure a commencé par un refus. Le refus d'accepter qu'on puisse mépriser quelqu'un à cause de ses origines. Le refus de croire que l'argent détermine la qualité des soins que l'on mérite. Sa voix se fit plus forte. Mais ce centre, c'est surtout un espoir. L'espoir de montrer qu'une autre médecine est possible. Une médecine où chaque patient est respecté, écouté, soigné avec la même attention. Une médecine qui guérit les corps sans blesser les âmes. Elle regarda Théo avec amour. Nous avons appris que l'on peut grandir à tout âge, changer à tout moment, devenir meilleur si on en a le courage. Nous avons appris que l'amour, amour du métier, amour des patients, amour entre nous, est la force la plus puissante pour transformer le monde. Les applaudissements redoublèrent. Madame de Montclair essuya discrètement une larme, tandis que Simone rayonnait de fierté maternelle. En soirée, quand les invités furent partis, Claire et Théo se retrouvèrent seuls dans leur centre. Main dans la main, ils parcouraient les couloirs silencieux, s'imprégnant de cette réalité qu'ils avaient tant rêvé. « Tu sais, » dit Claire, « parfois j'ai l'impression de rêver. Moi j'ai l'impression de vivre enfin. » Ils s'arrêtèrent devant la plaque inaugurale. Centre Cœur Juste, fondé par Claire Morel et Théo Dumas. Soigné avec excellence et humanité. « Pas de regret pour tes privilèges abandonnés ?» demanda Claire malicieusement. « Quel privilège ?» répondit Théo en riant. « Tu parles de cette prison dorée où j'ai tout fait, de ces relations superficielles basées sur l'intérêt, de cette reconnaissance sociale qui m'empêchait d'être moi-même. » Il la prit dans ses bras. « Claire, tu m'as offert le plus beau des privilèges, celui d'être aimé pour ce que je suis vraiment. » Leur baiser, tendre et passionné, scella cette déclaration dans le silence apaisant de leur centre. « Et maintenant ?» demanda Claire. « Maintenant, nous commençons vraiment. Demain, nos premiers patients. Dans 1 an, peut-être un 2e centre. Dans 10 ans, qui sait? Peut-être aurons-nous changé la façon dont on conçoit la médecine en France. Ambitieux programme, docteur Dumas. Réaliste projet, infirmière Morel, ou devrais-je dire futur docteur Dumas. » Claire rougit. Leur mariage était prévu pour l'automne. Une cérémonie simple dans la mairie de Montreuil, suivie d'une fête dans la cour du centre avec tous ceux qui avaient rendu ce rêve possible. « J'aime quand tu m'appelles par mon nom, » dit-elle. « Lequel préfères-tu ? » ?»« Claire, tout simplement, parce que c'est en restant moi-même que j'ai pu te retrouver. » Ils sortirent du centre dans la douceur de cette soirée de printemps. Les lumières de Montreuil scintillaient autour d'eux, mélange harmonieux entre l'urbanité parisienne et la convivialité de banlieue. « Tu sais, » dit Théo en contemplant ce paysage qui était devenu le leur, le petit garçon de 10 ans n'aurait jamais imaginé que sa plus belle revanche serait de retrouver la petite fille qu'il avait défendue dans la cour de récréation. Zoé, la petite fille, n'aurait jamais imaginé que son plus beau combat serait de sauver l'âme du petit garçon qu'elle avait consolé. Ils marchèrent en silence vers leur appartement tout proche, celui qu'ils avaient choisi ensemble, modeste mais lumineux, à l'image de leur nouveau bonheur. Dans quelques heures, le Centre Cœur Juste accueillerait ses premiers patients. L'aventure ne faisait que commencer, mais il l'abordait avec la sérénité de ceux qui ont trouvé leur voie. L'infirmière humble de banlieue et le médecin millionario arrogant avaient disparu. À leur place, il ne restait plus que Claire et Théo, 2 soignants unis par l'amour et la conviction que la médecine peut changer le monde, un patient à la fois. Et tandis qu'ils rentraient chez eux dans la nuit douce de Montreuil, ils savaient que le plus beau chapitre de leur histoire ne faisait que s'écrire.